Alors, bienvenue à tous sur ce podcast, The Magic Humans, et j'organise cela avec Sean et Alex, des personnes qui connaissent mieux l'IA que moi. Et l'objectif de ce podcast, c'est vraiment d'explorer comment l'IA nous impacte, nous, en tant qu'êtres humains, dans notre façon de raisonner, dans notre façon de faire des choix, dans notre façon de voir le monde. On a réfléchi à quels sont les profils psychologiques c'est-à-dire enfin, on a déterminé quelques profils qui illustrent comment chacun peut utiliser l'IA, à la fois les pièges dans lesquels il peut tomber, les croyances limitantes qu'il peut avoir, mais aussi qu'est-ce qu'il espère utiliser avec l'IA ou qu'est-ce qu'il déteste. C'est ça qu'on est là pour explorer aujourd'hui. Voilà. Donc, comment est-ce que l'IA nous impacte en tant qu'humains? Ce n'est pas une discussion sur l'IA en tant qu'outil technique, même si on va définir rapidement c'est quoi l'IA. C'est pour surtout parler de l'humain, comment il est impacté par l'IA. C'est bon pour vous? Allez, let's go. Yeah. Super. Alors, Alors, pour commencer, le constat, c'est que tout le monde parle d'IA, on ne sait pas trop de quoi il s'agit. Quand on ne connaît pas, c'est une nouvelle technologie déjà. Et en fait, quand les gens parlent d'IA, ils parlent souvent de plein de choses différentes, parce qu'en plus, ça touche à plein de secteurs en même temps. Donc, tout le monde a des visions différentes. Il y a des gens qui sont hyper optimistes, d'autres pessimistes, d'autres entre les deux, etc. Donc, voilà. Ça, c'est un peu le préambule. Si tu peux, Alex, déjà nous définir c'est quoi pour toi ouais, l'IA ou les différents types d'IA qu'il peut y avoir. je vais peut-être me présenter peut-être un peu avant, histoire de, Voilà. de donner un petit peu de contexte. Du coup, moi, c'est Yes. Alex, je suis problem solver. Je fais tout ce qui est analyse, synthèse et vulgarisation. Euh, pour faire très simple, j'aide les entreprises à gagner du temps et de l'argent dans leur entreprise. Euh, du coup, définir l'IA, on commence par là, par ça, du coup? Ou Ouais, et Sean, qu'est-ce tu te qui fait que présentes en toi, tu peux premier? parler Comment on fait? d'IA? Ouais, C'est ok. quoi ton rapport à l'IA aussi, ça peut être intéressant. Mon rapport à l'IA, bah, moi, l'IA, je l'utilise quasiment tous les jours. Depuis très longtemps, même avant que ça devienne un peu hype avec ChatGPT, je m'en renseignais déjà avant dessus. Euh, mais du coup, l'IA, pour moi, c'est un outil. Et s'il est bien utilisé, ça peut être un outil fantastique. S'il est mal utilisé, bah, on peut faire beaucoup de bêtises avec. D'un point de vue définition, pour faire très simple, du coup, moi, je définis deux grosses catégories. L'IA spécialisée, donc celle qui va permettre, par exemple, pour les voitures Tesla, de pouvoir reconnaître les individus, donc le computer vision, ou alors ce que nous, on a plus l'habitude dans le commun du mortel à utiliser, donc l'IA générative, donc tout ce qui va être LLM, donc génération de texte, d'images et, euh, et tout ce qui s'ensuit, de la musique, de la vidéo, tout ce qu'on veut. Euh, Et après, ça, on peut l'appliquer donc, je pense que maintenant, la plupart des gens commencent à découvrir aussi, et ce qui est là depuis pas si longtemps que ça au final, c'est tout ce qui va le côté agentique. Donc, pouvoir avoir un raisonnement avec ces IA, et ces IA, du coup, deviennent très autonomes et on peut leur faire faire des tâches plutôt simples. Par exemple, de la lecture de mails et leur demander de faire un résumé, tout ça de façon automatisée, bien sûr. Si j'ai répondu, si vous avez d'autres un petit peu de... Ok. Moi, ce que j'ai compris, c'est tu m'as parlé de trois catégories différentes. Les IA agentiques Ouais, qui sont en train de générer, les IA de d'arriver, type ouais. Mmh. LLM spécialisées, et puis un autre avant que j'ai pas compris. Non, en fait, c'est les spécialisés, les génératives et du coup, maintenant, on a de l'agentique, Ok, pour faire très simple. très bien. Super. Est-ce que Sean, tu veux te présenter aussi et dire si tu veux rajouter quelque chose? Ouais, carrément. Du coup, moi, c'est Sean. Donc, un petit peu comme Alex, je résous des problèmes. En fait, mon titre, c'est que je suis consultant en organisation et en transition digitale. Alors, j'utilise pareil l'IA tous les jours. J'utilise l'IA pour faire plein de choses, mais d'abord, pour moi, ça reste un outil. Donc, je suis assez neutre vis-à-vis de l'outil. Il peut être bien utilisé, mal utilisé. L'exemple que je donne toujours à mon entourage pour vulgariser, c'est l'exemple de la voiture, hein. La voiture elle a été créée pour se déplacer d'un point A à un point B, mais déjà de un, elle a engendré énormément de choses. Par exemple, des villes qui ont été construites autour de routes, ça a restructuré tous les modèles
des sociétés de la manière dont on les connaît. Et malheureusement, il y a des accidents, il y a des gens qui écrasent d'autres personnes avec. Il y a des usages comme le covoiturage qui ont émergé. Voilà, il y a plein de choses. En fait, la voiture a changé le monde. Alors, on dit comme ça, Mm. c'est assez basique puisqu'on est né quand même là-dedans. Mais voilà, je pense qu'il y a un moment dans le monde où c'est un outil qui a tout révolutionné. Et je pense que l'IA fera la même chose, est déjà en train de le faire et surtout le fait beaucoup plus rapidement. Et en fait, c'est une croissance qui est exponentielle, qui fait qu'augmenter. Ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera pas forcément demain. Et ça l'était pas forcément hier non plus. Donc voilà. Moi, dans mon travail, dans l'usage quotidien que j'ai de l'IA, j'utilise tous les jours pour faire des tâches basiques, pour faire des tâches un peu plus construites, pour challenger certaines idées, pour construire, en fait, souvent pour co-construire. Et puis voilà, c'est un outil formidable, mais il faut aussi en faire très attention et savoir ce qu'on fait avec. Ouais, parce que ça peut aussi avoir plein de problèmes. Les IA qui te font croire des choses fausses. L'IA qui, quand tu paramètres mal une IA, il te fait faire des erreurs. L'IA qui t'isole des humains, qui t'empêche de voir du monde, etc. Il y a plein de dérives et ce n'est que le début par rapport à Ouais, ce qui va nous arriver. Je pense qu'ils sont pas encore assez puissants pour faire des gros dégâts, mais ça va venir. et, Moi, mon rapport à tout ça, j'utilise l'IA de temps en temps, pas tous les jours quand j'en ai besoin, et notamment pour tout ce qui est écriture ou pour des idées, des utilisations spécifiques, comme transcription d'une réunion par-ci, ou générer une image par-là, Mm. créer un plan d'interview par ici. Donc moi, j'utilise pas mal l'IA, mais j'ai un peu pris de recul euh, aussi, et je l'utilise pas tous les jours, parce que j'ai l'impression que parfois, j'ai envie aussi de garder une certaine souveraineté sur mon cerveau et me dire, je dois besoin de me concentrer sans l'IA, pouvoir le faire aussi moi-même. Et puis, moi, mon expérience, mon talent, c'est d'avant tout de créer des dynamiques humaines. Donc, tout ce qui est enfin, formation, coaching, échange avec vous, podcast, je le fais sans IA, juste pour qu'il m'aide à préparer, quoi. Voilà. Après, c'est un outil, hein. Euh, Tu utilises l'outil comme toi, tu l'utilises pour le c'est coup. ça. C'est ça. Du coup, parfait. Alors, on va continuer sur, basculer sur voilà, le cœur du sujet, les usages humains, ouais, euh, sur les différents impacts. Et on va aussi accueillir Hugues tout à l'heure qui va arriver, qui est psychologue, qui pourra nous éclairer là-dessus. Donc, moi, je vais partager une image. On a réfléchi à des profils d'utilisateurs que je trouvais seraient très intéressants. Et puis, on va déjà expliquer un peu comment notre rapport à l'IA et les différents profils qu'on peut utiliser. Comment on peut utiliser l'IA plutôt? Alors, c'est parti. Euh, voilà. Et hop, tac. Donc, dans ces images. Euh, Sean, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu as construit sur les différents rapports et les différents profils? carrément. Alors en fait, alors déjà, cette construction, cette étude, elle vient pas d'une étude de marché ou d'une étude statistique. En fait, on a construit ces catégories par inférence, c'est-à-dire en prenant en fait des patterns qui existent dans le monde, donc qui existaient avant l'IA et qui existeront après l'IA. En fait, ce sont comment dire, des profils psychologiques qu'on a tous. Ce qui est important à prendre en compte, c'est que une personne n'a pas un profil, mais une personne peut présenter des prismes de chaque profil à des moments donnés, en fonction du contexte, en fonction de sa motivation, en fonction de plein de choses. Et en fait, c'est ces éléments qu'on va utiliser pour déterminer les profils. Donc, à savoir le job émotionnel en fait que la personne a avec l'IA. Donc, tout simplement ce que la demande révèle, mais pas ce qu'elle dit. Mm. Donc, par rapport à son prompt. Ce qui a mené la personne à l'utiliser, en fait, tout simplement. Et voilà. Et la posture qu'elle a par rapport à cette technologie, si elle en est plutôt dépendante ou instrumentaliste, on reviendra là-dessus. Et du Carrément. coup, Donc, là, euh, pour, alors juste, pardon, pour, excuse-moi. pour- t'en prie. Du coup, bah voilà, pour terminer, les catégories, c'est le rapport de dépendance. Donc l'IA qui est utilisée comme une béquille, hein. Voilà, comme un oracle. Enfin, l'utilisateur reçoit sans vraiment questionner ce qui lui est donné. Comme un instrument, donc là où la personne maîtrise son outil, comme un rapport de co-construction, la personne co-construit avec l'outil,
un rapport de résistance, donc là où on aura plus de friction à l'utilisation d'outils comme simplement ceux qui décident de ne pas utiliser l'IA, parce qu'il y a aussi des personnes qui n'utilisent pas d'intelligence artificielle, et comme un rapport plutôt systémique où l'IA sera pensée comme une infrastructure, où là on part quand même d'un profil plus administrateur. Voilà. Excellent. Alors, nous avons Hugues qui est là pour dans Bonjour. 30 minutes. Hugues qui est un très bon ami à moi, qui est psychologue, qui a compris beaucoup de choses aussi sur l'humain. Donc, si tu veux donner un peu ton point de vue, Hugues, sur ces différents rapports et ce que la psychologie, la recherche en psycho dit sur notre rapport qu'on veut avoir à l'IA et les différents profils. Alors, moi, je trouve ça intéressant de s'intéresser à comment l'humain se situe sur le plan de ses motivations quand il fait appel à l'IA, parce que ça devient une question de société et c'est ce dont il s'agit là, si j'ai bien compris. Moi, ce que je connais plus, c'est ce qui a été étudié en termes des motivations de l'humain dans la recherche en psychologie. Et quelque chose qui est assez intéressant et qui s'applique pas simplement à l'IA, mais aux motivations humaines, c'est que la personnalité, on la croit souvent comme un trait global stable du type je suis extraverti ou je suis anxieux. Et en fait, ce qu'on a pu découvrir, c'est que c'est un tout petit peu plus compliqué et nuancé que ça. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que en fait, la personnalité, ça fonctionne souvent comme une série d'états momentanés. Donc, c'est similaire à comme si on avait plusieurs micro-personnalités, finalement. J'ai bien dit comme, c'est-à-dire que c'est pas exactement ça. Mais pour vous donner une illustration, c'est que euh, on va se comporter selon les personnes, les situations et notre propre interprétation de la situation. Donc, par exemple, donc c'est pour ça que si on est précis, c'est pas vraiment une micro-personnalité, c'est un mode psychologique situé. Donc, exemple, on est en mode défense, on est en mode performance, on est en mode séduction, on est en mode exploration, on est en mode conformité sociale parce que c'est un moment social, on va vouloir se présenter de conforme. Mais ça va être parce qu'on a perçu, on a interprété cette situation comme étant comme telle. Et souvent, en fait, donc les chercheurs qui sont intéressés à modéliser quelles étaient typiquement les situations qu'on interprétait. Et donc, il y a le modèle de la taxonomie Diamonds, c'est facile à retenir, Diamonds, euh, qui liste, on va dire, on va dire un modèle simplifié des différentes situations qu'on va interpréter et qui vont déterminer nos motivations. Et c'est devoir, intellect, adversité, mating, donc ça veut dire le fait de se rapprocher d'un partenaire romantique, la positivité, la négativité, la deception, donc c'est le fait de cueillir finalement le fait de tromper l'autre, ou la socialité. Et donc ça, c'est ce qui peut se rapprocher aussi de ce que vous voyez là en rapport avec l'IA et qui mériterait d'être revu, je pense, au jour de bah oui comment nos micro-personnalités sont déterminées par toutes ces nouvelles situations, parce que c'est quand même nouveau l'IA. On, parce que c'est vraiment, nous, en fait, nos motivations, elles sont très déterminées par notre interprétation de la situation elle-même. Et ça affecte nos filtres de perception. Donc ça, c'est quelque chose que Pierre, tu connais bien en PNL, c'est que, en fait, maintenant, la science l'a vraiment démontré, c'est que à partir du moment où on interprète un peu la situation, eh ben, en fait, ça change complètement notre personnalité en fin de compte. Et ça, parce que ça affecte notre état momentané, notre émotion, et ça affecte aussi nos buts et et, et la façon dont on dirige notre motivation. Donc ça, c'est vraiment la synthèse. Et pour reprendre
le modèle que je viens de voir, c'est par exemple le délégateur, le naïf confiant, l'optimisateur, le penseur stratégique, l'explorateur. Ça, c'est vraiment des exemples, si vous voulez, de modes psychologiques situés. Vous voyez, c'est des exemples de comment nous, humains, avec notre propre lecture subjective de la situation, on va enclencher quelque part une micro-personnalité. Ça ne veut pas dire que nous, on se résume à ça, mais on va se mettre en mode explorateur, en mode penseur stratégique, en mode ceci, en mode cela. Ouais, donc si je résume, en fait, notre personnalité, elle est multiple selon le contexte, avec qui on est, qu'est-ce qu'on est en train de faire, les influences autour de nous. Et du coup, il y a des moments où on est plutôt curieux, des moments où on est plutôt sceptique, et des moments où on est plutôt penseur stratégique. Et ça dépend. En fait, on a tous le potentiel en nous de cette façon de cette personnalité en nous. Et puis après, on a, je reviens aussi sur les profils. Il faut savoir que chacun d'entre nous peut avoir vécu un de ces profils à un moment donné en utilisant l'IA, quoi. C'est ça à peu près? Mais c'est assez probable, ouais. Mm. C'est assez probable qu'on les ait presque tous vécus, ou presque, euh, parce que, en fait, qui n'est pas à un moment donné anxieux sur là où va sa vie et va poser une question à l'IA avec une motivation d'anxieux existentiel, qui à un moment veut pas se libérer de choses qui lui pourrissent sa vie administrative et qui va pas tenter de poser des questions pour déléguer, qui à un moment n'est pas dans la situation où il se dit tiens, ça serait bien que je saisisse telle ou telle opportunité, comment faire, et qui va pas en parler à l'IA. Enfin, je veux dire, et puis pareil, à un moment, on va peut-être vouloir challenger quelque chose qu'on nous a vendu comme vrai, et puis on va aller faire appel à l'IA pour être sceptique, méthodique et aller vérifier un peu pour pas se faire enfler. Et là, je prends que quelques exemples que j'ai sous les yeux, mais c'est vraiment ça euh, qui euh, qui au niveau de la recherche en psychologie vraiment est aligné avec ce type de modèle. Mhm. Ouais, carrément. Je rejoins ça. Je pense que selon qui on est et selon les moments, les frustrations qu'on peut ressentir ou les contextes, on peut se dire, allez, je délègue tout à l'IA, puis après, oh non, non, est-ce que l'IA va pas détruire l'humanité ou alors est-ce que j'ai besoin d'être rassuré à un moment donné sur ma vie, donc je pose la question à l'IA. Et puis il y a des moments, allez, on explore, et puis il y a des moments, on est sceptique. Enfin, parce qu'en plus, l'IA nous dit plein de Ouais. bêtises aussi, donc Et c'est alors, alterne. il y a quelque chose qui est intéressant, qui va même un tout petit peu plus loin, qui s'appelle la théorie de l'autodétermination, qui s'intéresse à pourquoi une même action peut déclencher finalement des motivations très différentes. Et en fait, donc par exemple, là, tu t'évoquais un exemple, Pierre, sur une action, une chose à faire. Bah, par Tu peux, exemple, si moi je dois faire des factures, voilà, tu dois faire des imaginons, factures. Donc voilà. Imagine, tu dois faire des factures. Eh ben, prenons cet exemple. C'est tout dépend finalement d'après cette théorie, de trois choses: l'autonomie, la compétence et la relation. C'est-à-dire que cette tâche, les factures, elle peut être vécue comme choisie, imposée, valorisante, humiliante même. Ça peut générer de l'évitement. Moi, j'en sais quelque chose. J'ai fait beaucoup d'évitement sur les factures. Voilà. En fait, ça va générer un mode, encore une fois, un mode motivationnel qui est socialement situé. C'est-à-dire que si, par exemple, je me sens libre de faire les factures, c'est pas pareil que si je sens que c'est contrôlé ou que ça m'est imposé. Si c'est mon boss qui contrôle, et donc ça va affecter en fait le système motivationnel indépendamment de la compétence. C'est-à-dire que je peux être compétent pour faire les factures, incompétent pour les faire, mais un truc qui change, c'est si je le vis comme quelque chose d'imposé ou si je le choisis pleinement. Et voilà. Et puis aussi, si je sens que je dois faire ça parce que j'ai été rejeté,
ou humilié, pareil, ça affecte la chose. C'est pas pareil que si je suis choisi comme la personne pour faire les factures. Ouais, ça change la donne. En fait, c'est la valorisation, si je peux me permettre. C'est comment on valorise la tâche. Alors qu'au final, c'est la même tâche que ton patron t'a dit de le faire ou que tu te dis que toi-même tu dois le faire, mais que tu as trouvé un système. Ouais, mais il y a une couche d'interprétation en plus. C'est pas simplement si moi je te valorise, c'est si toi qui fais les factures, par exemple, tu l'interprètes comme Oui. choisi ou valorisant. valorisé. Comment tu le perçois? Ça se trouve, je te demande de faire des factures et en fait, je t'encense de bonnes choses. Il se trouve, toi, t'es au bout de ta vie, ne serait-ce qu'à l'idée de les faire. Ouais. Bon, eh ben, en fait, faut bien essayer, mais ça marche pas. Ouais, Et donc, c'est là qu'il y a quand même une certaine complexité. Et je trouve que votre modèle, il donne quelques repères déjà intéressants parce que il permet déjà de voir que ben, finalement, elles sont assez diversifiées, ces motivations, nos motivations sont assez diversifiées. Mm. On passe d'un mode à un autre. Et en plus, ben, il y a, je pense, là, je parle d'une autre couche qui est la complexité sociale. C'est-à-dire qui le demande et comment le demande et comment il le demande et comment moi je vais interpréter et vivre cette demande sociale, ben, ça change tout. Parce que même si je délègue, c'est pas pareil si je délègue. On pourrait dire pourquoi je délègue, ça compte. On pourrait le synthétiser comme ça. Ça. Et en plus, moi, ce que j'ai trouvé assez intéressant, on en parlait avec Alex tout à l'heure, c'est qu'au final, ces prismes, ils n'ont rien à voir avec le rapport que tu as avec l'IA, que tu sois expert ou débutant, que tu n'en aies jamais entendu parler ou que tu l'utilises tous les jours. Ça, je disais à Alex, peut-être que nous, on n'a pas tous les prismes parce que justement, on l'utilise tellement, on est tellement préparé, armé contre cet outil que voilà, il y a par exemple des côtés un peu naïfs ou dépendants qu'on n'aurait pas. Et Alex, tu m'avais remis en question par rapport à ça. Et Ouais. tu m'as dit en fait, on est peut-être tellement préparé et tellement armé que des fois, on a trop confiance en nous. Et du coup, sans s'en rendre compte, on redevient par exemple le dépendant de l'histoire, où on a trop confiance en notre système ou en notre code ou en nos compétences. Et du coup, on va peut-être pas double-check, revérifier quelque chose que on aurait vérifié au début parce que on commençait en fait, tu vois. Ouais, c'est le paradoxe de l'expert. On devient tellement expert dans la chose qu'on en oublie les choses essentielles de revérifier certains trucs, en fait. On a trop confiance en nos compétences et tout ça, sans et on ne met plus en cause. Sauf que le problème de l'IA, d'ailleurs, on l'a pas précisé tout à l'heure quand on a fait, quand j'ai fait la définition, j'ai oublié de le dire, mais faut pas oublier que l'IA, notamment les LLM, c'est des statistiques. Ça fonctionne sous forme de vecteurs. Donc, à n'importe quel moment, ça peut halluciner et sortir de n'importe quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des gros problèmes. Et que les gens, s'ils leur font trop confiance, ben, il peut y avoir des grosses bêtises. Il faut toujours revérifier, ce que ça nous sort. C'est clair. Ça, c'est très vrai, quoi. Pierre, il est en train Nombre de de. fois où je Il me rappelle des applause. moments. Ça y est. Par exemple, quand j'ai voulu faire des bulletins de paye, que j'y connaissais pas grand-chose pour mon alternant, bah, au début, je me suis dit, allez, je vais utiliser ChatGPT pour y arriver, pour m'aider à remplir un logiciel de bulletin de paye. Et au bout d'un moment, j'y arrivais plus du tout parce que plus tu l'utilises, en fait, il change ce qu'il veut dire au fur et à mesure de la discussion et c'est très perturbant. Ouais. Et ça, c'est le côté naïf, plutôt naïf. Et puis quand tu deviens trop expert dans tout, après, tu oublies les basiques, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Ben justement, c'est marrant que tu parles de ça parce que c'est le premier profil qu'on avait identifié, c'est le profil délégateur. Tout simplement, la personne Ouais. qui demande à l'IA de faire à sa place, la tâche qu'elle veut pas faire. Donc là, ton exemple était très, très, très bien puisque typiquement, tu voulais faire qu'elle ne sait pas faire ou qu'elle ne veut pas faire. Donc en l'occurrence, les bulletins de paie, enfin pour ton alternant, c'est l'exemple parfait. Et là, après, pour les profils, on peut essayer de mettre en avant le désir profond de la personne et le pain Ouais. point. Je pense que tu pourras mieux expliquer que moi le pain point et le désir.
Mais pour le profil délégateur, par exemple, le désir, ce serait tout simplement de se décharger d'une tâche qui lui coûte de l'énergie, sans avoir à devoir l'expliquer. Et son point de douleur, ce serait du coup de recevoir quelque chose de générique qui ne correspond pas à ses attentes au début. Ouais, ça c'est. Je propose qu'on passe vers les différents profils individuels. Donc on commence par la délégateur. Je pense que c'est quelque chose qu'on a enfin beaucoup ont utilisé l'IA d'abord pour ça, pour arrêter de sous-traiter un truc qu'on n'a pas envie de faire, écrire un long mail, écrire une base de données, des choses ou administratives ou des choses créatives qu'on ne sait pas faire. Voilà. Donc délégateur, typiquement, je pense le désir que chaque délégateur a, c'est de créer quelque chose qu'il est incapable de faire sans l'IA. D'une part, et en difficulté, et aussi peut-être de se décharger de quelque chose qu'il ne veut pas faire lui-même parce que ça le saoule. Ça, c'est un autre désir qui peut aller ensemble ou Ouais, qui peut être différent. Est-ce que vous voulez vous rajouter quelque chose là-dessus? ouais, il y a quelque chose d'intéressant en psychologie là-dessus qui complète ce dont j'avais parlé tout à l'heure, c'est que là, par exemple, dans la délégation et dans beaucoup de choses liées au travail, il y a ce qu'on appelle une motivation qui est dirigée vers un but. Et c'est quelque chose qui est psychologiquement différent. Euh, et étrangement, j'ai réalisé l'autre jour que dans la recherche, c'est le même champ que le champ de l'étude des habitudes. Euh, Parce que souvent, c'est quelque chose qu'on fait de façon répétée. C'est-à-dire que quand on a un but, on va pas y arriver d'un coup. On va y arriver aussi via la mise en place d'habitudes et de routines, y compris dans le travail. Et en fait, ça, c'est un champ qui a été étudié. Et, euh, et en fait, ce qui les distingue, c'est que c'est pas des routines qui sont seulement émotionnelles ou euh, situationnelles, c'est-à-dire déterminées par la situation présente, mais qu'elles sont aussi des routines contextuelles. Donc souvent, on va interpréter la situation comme un contexte où on met en place cette routine. C'est le contexte où je suis au boulot, j'ai la routine de faire telle chose à tel moment. Et, euh, et donc, il y a la routine de travail, il y a le contexte de la routine réseaux sociaux, voilà, routine de sport, routine de tel effort. Et en fait, ça devient, en fait, la situation, au lieu de devenir le déclencheur de la motivation, elle devient le déclencheur d'une séquence de notre mémoire procédurale qui nous met dans cette micro-personnalité, perception, action apprise dans un certain protocole d'action et qui nous permet d'aller poursuivre notre but, généralement à travers ces routines. Donc ça, c'est typiquement le cas de la délégation. C'est-à-dire que souvent, on est dans une démarche où on délègue pour poursuivre un but et où on va utiliser ces automatismes-là. Ouais, c'est super pertinent ce que tu viens de dire. Ça m'a fait penser à un cas personnel. Voilà, quand j'allais au sport, à un moment, alors à ma salle de sport, j'avais un petit scanner pour tu scannes tout, hein, tes body fat, ta masse musculaire, Ouais. etc. Et du coup, j'avais mes apports caloriques et protéiques, lipides, glucides, etc. par jour. Et en fait, à chaque fois que j'allais cuisiner, bon, je n'étais pas très rigide, hein, je faisais ma petite recette, sauf que je décrivais dans une conversation à mon IA, que j'utilise souvent, voilà, c'est Claude, hein, spoiler alerte, euh, je lui décrivais en fait le plat que je voulais me faire, et je lui demandais de me calculer les apports que le plat allait me donner par rapport à ceux de ma journée, sachant que dans la conversation, il avait déjà le contexte de ce que j'avais mangé le reste de la journée. Et par exemple, il savait, bon, j'avais fait un bon prompt quand même bien paramétré au début pour des spécificités que je voulais dans ma réponse, mais il allait me dire, super ce plat, surtout là, tu sors de la salle post-workout, c'est nickel, là, ça c'est bien, ça c'est bien. Cet ingrédient, peut-être remplace-le par autre chose, en sachant qu'il sait déjà ce que j'ai comme ingrédient et qu'il sait ce que j'aime. Du coup, il m'allait dire peut-être, voilà, mais je vais dire un exemple bête, à la place de la crème fraîche, mets du Skyr 0% ou quelque chose comme ça. Là, tu gonfles tes apports protéiques, tu réduis les matières grasses, ça aura un meilleur goût par rapport à tes habitudes. Et voilà. Et c'était devenu, en fait, une routine. À chaque fois que j'allais me faire à manger, c'était beaucoup plus rapide pour moi de lui dire ce que je voulais manger
et qui me réagence un peu sur mes ingrédients que d'aller chercher des recettes ou d'aller chercher des recettes en ligne ou de choses comme ça. Donc ouais, au final, c'est devenu une routine. Donc ça veut dire que tu as intégré finalement dans Exactement. en fait ton mode motivationnel socialement situé où tu poursuis un but qui est finalement de bien t'alimenter par rapport au sport, mais si possible avec des choses que tu aimes, en intégrant finalement dans la routine l'étape où tu consultes l'IA pour qu'il te propose finalement un repas adapté, si j'ai bien compris. Exactement. Et en fait, ce qui est étrange, c'est ça, c'est-à-dire que on utilise l'IA dans la poursuite de chacune de nos motivations, orientées vers un but ou non, ou selon la situation, mais avec, je trouve, un recul assez faible sur toutes les motivations que nous on poursuit au quotidien et qui sont déterminées par la situation, déterminées par le contexte, par nos habitudes, par nos buts. Et en fait, enfin, je sais pas si vous avez le même sentiment, mais c'est complètement fou que on l'intègre aussi vite et Ouais, c'est et beaucoup que trop nous rapide. et que nous en fait on En même s'en temps, c'est beaucoup aperçoit trop limite pratique même aussi, pas hein. et qu'on sache tout juste qu'est-ce que nous on poursuit comme but et motivation au quotidien et que déjà en fait quelque part on ne fait que suivre une vague, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais nous Ouais. enfin qui a été consulté, qui a mis un bulletin de vote entre vous et moi pour dire je suis d'accord pour que l'IA change toutes nos vies et s'intègre à absolument tout ce qu'on fait C'est clair. en moins de quelques années quoi. Et Ah change bah ouais. absolument toute nos vies dans tous les domaines. C'est que le début. Euh, mais c'est pas ça, c'est que pourquoi pas, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas l'impression que sur le plan démocratique, sur le plan liberté de choix de vie, on ait été vraiment consulté. Et pourtant, en fait, c'est déjà là, mais partout, mais vraiment partout. C'est-à-dire Mm. que, moi, je sais pas, moi, je trouve que quand même, bah, je me rends compte que j'ai pas été consulté, quoi. Ouais, c'est vrai. Et c'est On comme m'a pas toutes les trop demandé mon avis. ça, c'est comme quand Internet est arrivé dans nos vies, comme quand le smartphone est arrivé dans nos vies, comme quand les réseaux sociaux sont arrivés dans notre vie avec la vie des smartphones. La seule différence, c'est que avant, on avait des décennies pour s'adapter. C'est-à-dire que la société avait le temps de s'adapter, il y avait des plans, des formations mises en place. Là, on est sur une révolution qui sûrement est la plus grande révolution de l'histoire de l'humanité, qui est exponentielle. C'est-à-dire que euh, au début, ça s'améliore jour par jour. En fait, après, c'est ce que ça s'améliore semaine par semaine. En fait, tu fais du x2, x4, x10, x100, x1000, x10 000. Et en fait, ce sera quoi le... Bon, là, après, bon, on creuserait trop dans le Mais, sujet de l'IA, mais en fait, ce serait quoi la limite de la croissance, mais, quoi? mais justement, je pense que c'est probablement une des questions les plus centrales sur lequel je vous laisserai en débattre parce que c'est plus du tout ma spécialité, mais en fait, cette question du fait que c'est une rupture technologique exponentielle et Mhm. probablement, si je me trompe pas, la première, toutes les précédentes ont été enfin, il y a eu l'électricité, il y a eu C'était des Internet, révolutions, mais pas aussi violentes que celle-là, oui. mais pas aussi exponentielle. Et du coup, je pense que nous, on est quand même dans une représentation des ruptures technologiques qui correspond à des représentations de ruptures non exponentielles. Donc, on a encore, je pense, cette image de s'adapter à une rupture technologique On se rend pas compte. On par s'y rapport à des attend. ruptures non exponentielles. Et là, en fait, c'est autre chose. Et donc, en fait, on n'a même pas de représentation culturelle, mentale de ce que c'est, parce que Après, on a dans les jamais vécu films, après. ça. Il n'y a que dans les films qu'on peut retrouver Oui, ce genre de trucs-là, en fait. c'est, C'est Il n'y a marrant, mais ouais, que dans les Dans les films films ou dans qu'ils les ont science-fiction, les exploré, mangas. ou ouais, ouais. enfin, quand je dis dans les films, dans les livres, dans les ouvrages artistiques, des gens qui ont pensé à ces trucs-là et qui se sont dit, bah, qu'est-ce qui se passerait si? Mais en vrai, on ne sait pas trop. Il y a plusieurs possibilités possibles.
Mais ouais, comme tu le dis, c'est exponentiel et en fait, la question de savoir, c'est pas dans est-ce que c'est faisable, c'est dans combien de temps, déjà pour commencer, que l'IA va arriver, la super intelligence et tout ça. Et après, ça va être aussi, beh, quelles limites, quels garde-fous on va mettre en place. Et c'est là où tu dis qu'on n'est pas forcément consulté. C'est du coup qui va décider de justement de mettre ces fameux garde-fous, et cetera. Parce que jusqu'à présent, c'est les entreprises qui fabriquent ces IA-là et qui les ont envoyées un peu comme ça dans la nature. Mais en soi, ils continuent dans leur labo à explorer, explorer, explorer sans trop demander l'avis des gens, en fait. C'est clair. Et ils découvrent des nouveaux trucs. Il y a des trucs qui sont open source et c'est comme à chaque fois, c'est une technologie qui est là. Et à n'importe quel moment, il y a un mec qui s'est dit, et pourquoi on ferait pas ça? Et le truc, c'est pas ça en question. Ça peut être extrêmement bienfaiteur pour tout le monde, comme ça peut être très destructeur. Ça va dépendre de l'usage. Si tu as un usage malveillant de l'outil, il est malveillant. S'il est bienveillant, il est bienveillant. Et après, il y a plein de questions juridiques qui vont rentrer en jeu. Bah, qui est responsable? Est-ce que c'est la personne qui a créé l'outil ou est-ce que c'est la personne qui l'utilise à mauvais escient? Aussi, Bah, si je peux juste rajouter quelque chose, moi, ce qui me fait peur, c'est que l'humanité n'est pas prête. L'humanité a déjà plein de divisions, de problèmes en dehors de l'IA, politiques, écologiques. On est très divisé. On est dans une société dans le sens individualiste, capitalistique, technologique, Mhm. et en fait, on n'a pas les repères de qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. On se tous dans le vide, et il y en a qui le voient comme étant génial, d'autres comme étant destructeur. Mais on se rend pas compte que ce que tu dis, c'est que c'est exponentiel et ça va aller en augmentant. Et tous les investissements qui ont été mis dans l'IA font que plein de boîtes, de plus en plus de systèmes, même gouvernementaux, vont l'utiliser et peut très bien l'utiliser à mauvais escient, comme nous surveiller tous, ou utiliser des armes de guerre, ou alors à très bon escient, quoi. Et c'est ça, cette grosse inconnue qui nous effraie tous, je pense. et il y a déjà des exemples de cas d'usage, mais aussi Mm. ce qui contribue à cette effervescence de l'exponentiel, c'est la course à l'IA, parce qu'il n'y a pas qu'une entreprise qui développe des modèles. On a plusieurs entreprises qui sont raffiliées à des pays qui sont potentiellement concurrents. En fait, c'était comme la course Ouais, à aller sur la Lune à l'époque, et qui allait comment construire la ça? fusée qui allait atterrir en premier sur la Lune. Et là, aujourd'hui, c'est OK. Aujourd'hui, il y a OpenAI qui fait cette mise à jour sur ChatGPT. Bah, demain, il y a Claude qui va faire cette mise à jour. Ensuite, il y aura DeepSeek le jour d'après qui va faire une mise à jour. Après, derrière, il y a Mistral qui est en France qui dit bon, bah, moi aussi, il faudrait que j'avance. Et puis j'en passe, il doit y avoir plein de logiciels qu'on connaît même pas en fait. Et en fait, l'avancée de l'un donne une pression à l'autre pour aller encore plus vite, pour faire une meilleure mise à jour. Il y avait Gemini qui avait Nano Banana 2 pour faire des super générations d'images. Et là, je crois que c'était quoi, cette semaine ou la semaine dernière, ChatGPT OpenAI revient dans la course avec Imagine 2 de ChatGPT qui peut te faire des choses phénoménales. Et en fait, c'est ça qui fait en sorte que ça va toujours de plus en plus vite parce que c'est une guerre. Mm. C'est la guerre de celui qui aura le meilleur outil. Et pour le côté exponentiel, qui est le meilleur outil? L'exemple le plus parlant, hein, comme tu dis, bah, c'est la génération d'images. Regardez, il y a quelques années, quand on demandait à générer une vidéo, par exemple, la fameuse vidéo de Will Smith où il est en train de manger, il a les mains qui se mélangent avec les pattes. Demander à l'IA actuellement de refaire la même vidéo, bah, c'est impossible de dissocier. Est-ce que c'est une vidéo qui a réellement été filmée ou générée par IA, en fait? Là, on a passé certains stades où ça va tellement vite que on est capable de corriger des trucs qui, pour nous, en tant qu'être humain, on n'est même plus capable de faire la différence entre le réel et le virtuel, pour le Ah, coup, mais qui carrément. va poser de gros problèmes dans le futur. Ouais, carrément. Mais d'ailleurs, ça, Bon, Déjà, donc, le problème peut-être je vous laisse à ces sujets. là-dessus, il n'y a bien pas de sûr. souci. Et merci, Hugues. Merci pour. Merci Merci. de m'avoir reçu et On à se très revoit très bientôt. vite, de toute Au façon. revoir. À bientôt. Au revoir. Salut. Mais du coup, bon, pour recentrer sur le sujet du profil de délégation dont on parlait Mm. initialement, bah, pour illustrer avec un dernier exemple, après je pense qu'on pourra présenter d'autres profils parce qu'il y en a aussi beaucoup. Il y a alors je crois que c'est CNET, ouais.
CNET, un site d'information qui a fait polémique en janvier 2023, il me semble, au début, donc voilà, quand il y a eu le premier boom avec ChatGPT, parce qu'en fait, leurs articles étaient totalement rédigés par IA. Sauf que ils n'avaient pas conscience qu'il y avait des biais, des hallucinations, et du coup, il y a un forum qui avait commencé à en parler, et ensuite, ils ont, sur CNN à New York, ils ont pris la parole pour dire que, oui, effectivement, ils ont reconnu les faits et ils nous ont dit qu'ils le feraient plus. Mais voilà, ça montre, ça Ouais, illustre bon. les dégâts qu'un profil délégatif peut avoir, en fait, autant dans le perso que dans le pro. C'est voilà, il faut toujours faire attention à la véracité des choses qu'on avance, surtout quand la source, c'est notre petit modèle d'intelligence artificielle préféré. Bah, par exemple, Mhm. j'ai vu un article qui disait qu'en Australie, il y a un sénateur qui a reçu un rapport de la part d'un consultant et avec des sources, et en fait, c'était un rapport qui valait genre 400 000 dollars, un truc comme ça. Et du coup, il a épluché le rapport et il s'est rendu compte que quand il creusait les sources, il n'y en avait aucune qui était réelle, qui était valable. Et du coup, le rapport qu'on lui avait donné était basé sur des fausses données, et du coup, il l'a traduit en justice de Ouais, mémoire mais au c'est bureau du problématique. citoyen. Hein. Encore une fois, Et c'est les personnes qui vérifient pas leurs sources et tout ça. C'est un travail journalistique, hein, faut pas l'oublier. Enfin, à un moment donné, et quand tu écris des papiers, et notamment pour ce genre de sénateur, tu fais pas n'importe quoi. Et comme tu disais, enfin, tu demandes à générer un truc, c'est bien, mais faut le relire et il faut tout vérifier derrière. Si Bien on sûr. n'a pas cette logique-là, ben, tout ce qu'on va faire avec, ça va être mauvais. Donc après, il y a plusieurs approches, hein. Ça peut être juste un travail de relecture ou de mise en forme pour l'IA, comme ça peut être de la rédaction pure et dure. Mais dans tous les cas, il faut regarder ce que fait l'IA. On ne peut pas envoyer en public un truc. On a fait le prompt, ça, que ça nous sort le truc de 10 pages et on envoie le truc de 10 pages. Forcément, il va y avoir des coquilles à l'intérieur et des grosses bêtises. Ouais. Mais tu vois, ça illustre très bien le second profil, le profil naïf confiant. En fait, c'est la personne qui fait confiance parce que ça a l'air sérieux. Mm. Et on sait tous que l'IA nous a déjà pondu des trucs qui ont l'air très sérieux. Et d'où l'enjeu de Ça, c'est le toujours problème, lui ouais. demander de préciser ses sources et voilà, de se baser sur des stats qui sont réelles, sur des documentations réelles et de vérifier la source parce que même quand il te dit que c'est réel, ça peut ne pas l'être. Donc voilà, cette personne assez naïve entre guillemets, elle a aucune raison de douter puisque ça a l'air sérieux, mais elle n'est pas naïve par manque d'intelligence, elle est naïve juste Mm. parce que personne lui a appris que l'IA peut avoir des hallucinations, peut Bah, il avoir n'y a pas vraiment de cours biais, d'IA pour le coup, hein. exactement. sauf tu Donc demandes à voilà, l'IA comment l'utiliser. Et qu'il y en oui, a. Ouais, mais même comme et ça, encore, enfin, et encore, ce serait biaisé. Ce serait biaisé. Donc, faire attention. faut faire attention. Parce que voilà, cette personne-là, son désir, c'est quoi? Son désir, c'est d'avoir une réponse fiable sans devoir la chercher elle-même. Sinon, elle serait allée faire sa Tout à recherche fait. elle-même. Et son point de Mm. douleur, ce serait de ne pas savoir distinguer ce qui est juste de ce qui est plausible. Et cette incertitude, c'est l'angoisse qu'elle rencontre qui remonte à la surface, en fait. Et il y a un exemple assez bon, marrant. Non, c'était pas très marrant pour les personnes, mais c'est alors il me semble que le cas c'était Mata contre Avianca des compagnies aériennes. En gros, alors il y a un avocat grosso modo qui voulait chercher des cas de jurisprudence par rapport à son cas. Et il a demandé, donc il a expliqué le problème. Je ne me rappelle plus quel était le problème exact du client, mais bon, le plus important c'est ce que l'avocat a fait. Donc l'avocat est allé, d'ailleurs c'était toujours en 2023, décidément cette année. Il a expliqué le cas à ChatGPT et il a demandé des cas similaires. Donc ChatGPT lui a donné des cas similaires et il en a donné pas mal en plus. Et lui, il a construit un dossier de jurisprudence pour pouvoir le présenter en cours. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'en audience, il a présenté le dossier. Et bien sûr, j'imagine que le parti adverse a su euh, lui demander des sources ou autre, hein, comme ça se passe Mm. dans un procès. Ah, ouais, il faut qu'ils vérifient, hein. Ils ne peuvent pas se Et, permettre de juger quelqu'un. ouais. Et alors, je sais pas si l'audience a été reportée, mais en tout cas, ils ont creusé, ils ont vu que les sources étaient fausses. L'avocat a reconnu avoir utilisé ChatGPT et le problème du coup, c'est que c'est sa boîte qui a eu des petits problèmes. Je crois que lui, il a même eu une amende de quoi, quelques milliers de Pour le coup, dollars. oui, c'est un manque de connaissances et un mauvais usage de l'outil pour le coup. Ouais. Voilà. Donc en fait, vous voyez à quel point le manque, enfin à quel point la confiance en un outil
peut dégringoler en fait les répercussions que ça peut avoir. Donc voilà, le cas du naïf, hein, il n'est pas isolé, on est tous un peu naïfs par moment, donc voilà, il faut vraiment faire attention à ça aussi. Moi, je peux témoigner en tant que fort professeur à l'école. Depuis que ChatGPT est là, les élèves utilisent beaucoup l'IA pour réfléchir leur discours. Ils vont mettre des idées et puis après, ils laissent l'IA structurer leur discours à leur place pour faire des devoirs, pour faire des présentations avec gamma. Et en fait, pour eux, ça correspond à quand ils l'utilisent de manière trop passive, ça correspond aux deux profils du naïf et du délégateur. Parce que en fait, ils connaissent pas vraiment bien une matière, ils sont en train de l'apprendre. Et du coup, euh, ils n'ont pas conscience de tous les pièges et les difficultés d'une matière. Et ils se disent, bah, moi, je vais utiliser l'IA pour avoir une meilleure note, pour diminuer le temps que ça me passe, pour vivre ma vie. Et du coup, on délègue. Et c'est ça aussi, le délégateur, lui, il cherche je pense, en termes de frustration, il veut juste éviter de faire quelque chose qui le saoule, Ouais, qui le clairement. frustre, qui l'énerve. Et du coup, ce délégateur est naïf. Enfin, c'est un mélange des deux pour moi parce que tu as des élèves qui l'utilisent comme je le délègue facilement, puis après, ça me donne l'impression de pouvoir faire quelque chose, d'avoir appris. Et là où tu peux coincer les élèves, voir s'ils ont vraiment compris quelque chose, c'est quand tu les fais présenter Ouais. ce qu'ils ont préparé. Et quand tu poses deux, trois questions de précision, ou qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ouais. Et ben là, il commence à bugger, il commence à hésiter. Il n'y a pas que moi, tu vois, il y a des profs j'ai vu un article, un bac de français, quelqu'un qui utilisait un mot spécifique. On lui demandait ça veut dire quoi ce mot-là, et bah, elle n'était pas capable de le définir. Et c'est ça le gros piège, et c'est ça qui me fait vraiment flipper avec l'utilisation de l'IA pour apprendre, c'est que si tu, tu sous-traites l'effort que nécessite l'essai-erreur de l'apprentissage et que tu le sous-traites à l'IA qui donne Mm. un résultat sans que toi-même que tu apprends à reprendre le chemin, eh bien en fait, tu n'apprends pas, tu te crois confiant, tu te crois meilleur, tu te crois avoir acquis une compétence, mais tu es naïf et confiant entre guillemets, Mm. et tu n'es pas du tout capable de reproduire ce qu'a fait l'IA, quoi, Mais là, ni d'expliquer en quoi c'est il se plus trompe. systémique le problème. Pour le coup, c'est plus systémique là, ce que tu décris. C'est vraiment, en fait, on n'a pas de cours qui nous explique comment utiliser ces outils-là. Et ce qu'on peut en faire, c'est que tout le monde découvre un peu à droite à gauche, a entendu quelqu'un qui en parlait sur YouTube, ou son copain de classe qui en parlait. Mais il n'y a pas vraiment de spécialiste comme, je sais pas, moi, un spécialiste en maths. On fait un cours de maths pour nous apprendre les maths, qui nous explique, bah, on utilise ça, multiplier, ça veut dire multiplier, c'est-à-dire on fait ça fois ça. Entre guillemets, si on te donne pas l'explication et qu'on te montre juste le truc et on dit démerde-toi, bah, c'est toujours plus compliqué. Et l'IA, ben, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un agent conversationnel, donc son but, c'est de faire la conversation. Donc, il ne va pas forcément t'orienter vers là où tu dois être orienté, mais il va t'orienter vers là où il est plus susceptible de continuer la discussion avec toi. Du Mm. coup, ben, potentiellement, bah, et c'est pour ça que peut y avoir de l'hallucination de sa part, créer des trucs de toutes pièces, parce que bah, justement, son but, c'est de faire la conversation. Et si on le drive pas comme il faut, mais encore faut-il le savoir, comment justement le guider, cet agent IA, euh, enfin, cet agent, l'IA en général, moi, je le vois comme un petit enfant dans la plus grande bibliothèque du monde, et quand on lui pose la question, il peut aller piocher dans n'importe quel livre, sauf qu'il ne sait pas dans quel livre piocher. Et nous, si on ne le guide pas, ben, il est capable d'aller nous chercher n'importe quel livre parce que ben, il a parlé de tel sujet, c'est à peu près dans cette région-là, il en a pris un au pif et il nous le montre. Sauf que c'est pas forcément ce qu'on a cherché. Ça va peut-être correspondre en partie, mais pas spécifiquement à ce qu'on a besoin. Ouais. D'où le besoin de faire un bon prompt. Et d'ailleurs, bah, c'est une Mm. très belle analogie. Et d'ailleurs, vos deux exemples, ça m'ont fait penser à quelque chose. Donc, à l'époque où j'étais étudiant, j'étais en master. Du coup, où Pierre était un de mes formateurs. J'ai eu la chance d'avoir quand même un cours
mon master pour décrire, c'était un master en management des IA, du big data et de la digitalisation. Et donc, j'ai eu un cours de AI for Business qui était un cours de prompt engineering où la prof, tout premier devoir qu'elle nous a donné à faire, elle nous a juste dit d'expliquer en quoi l'IA peut être utile ou pas utile justement pour la rédaction de nos mémoires. Donc voilà, on avait un petit essai à Mm. faire et à rendre. Ensuite, quand on a soumis nos essais, la fois d'après en cours, elle nous a dit, bon, bah, vous avez tous 0. Vous avez tous 0. Pourquoi? Parce que vous avez tous plus de 75% de correspondance avec l'IA. Et voilà. Donc, elle a dit, maintenant, si vous voulez rattraper vos 0 et pas avoir un 0 dans votre moyenne, et là, je peux te dire que ta motivation, elle change drastiquement. Bizarre, Elle, hein. elle nous a dit, ok, en fait, le devoir caché dans le devoir, c'est que moi, je m'en fous que vous utilisiez l'IA. Au contraire, utilisez-la. La matière, c'est une matière pour apprendre à l'utiliser. Par contre, je veux que vous ayez moins de 70% ou moins de 65% de match. Et elle a dit, Ok. et encore, ça va être chaud. Et, voilà, du coup, bah, c'est ce qu'on a fait. Là, honnêtement, moi, comme tous les gens de ma classe, on avait utilisé ChatGPT, hein, on écrit deux, trois trucs et ChatGPT a fait tout le Mm. reste. Là, je peux te garantir que j'ai passé des heures et des heures à refaire cet essai. Et spoiler alerte, à la deuxième vague, on a tous eu 0 une deuxième fois. Bon, là, on s'est rendu compte que, ok, même quand tu écris beaucoup par toi-même, euh, si tu passes par l'outil, on va quand même t'attraper, tu vois. Du coup, Après, c'est c'est un peu biaisé, ce bien truc-là, sûr. dans le sens où les IA ont été entraînés avec tout ce qui existe d'un point de vue littérature, tout ce que tu vas pouvoir trouver d'un point de vue écrit dans le monde, donc que ça a été mis sur Internet à un moment donné. Et le problème aussi, c'est que ça a été quand même beaucoup entraîné sur des trucs universitaires. Ouais, C'est pour ça que notamment tout ce qui va être mémoire et thèse et ce genre de trucs-là, va y avoir énormément de correspondance, bien que ce soit toi qui l'aies écrit entièrement, bah, parce que justement, vu que ça a été entraîné avec ce genre de modèle-là, ben, elle va avoir tendance à vouloir parler dans ce style-là. C'est pour ça bien aussi qu'on sûr. peut la guider sur quel style on veut qu'elle écrive, mais ça peut être très compliqué, ouais, effectivement, de dire, bah, c'est pas écrit avec de l'IA. Non, mais c'est juste parce que c'est le langage avec lequel elle a été entraînée, donc c'est comme ça que ça détecte, en fait, pour le coup. Carrément. Il faut faire attention aussi avec les détecteurs d'IA, quand, notamment sur les trucs en ligne où on met son petit document. Ah, ça a été fait à 70% avec de l'IA. C'est pas forcément très fiable, ce genre de truc-là, donc, vous fiez Et pas forcément à ça non plus, quoi. après, les détecteurs d'IA, c'est l'IA, du coup, Ouais. qu'on peut qu'un agent infiltré pour attraper ses compères. Mais bon, heureusement, spoiler alerte, on a quand même tous passé l'examen et on a tous eu une note à la fin supérieure à 10. Mais au troisième Mm. G, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après le deuxième 0, elle nous a dit, bon, maintenant que vous avez vu que vous allez jamais réussir, je vais faire le cours pour vous donner des bonnes pratiques. Et là, par contre, tout le monde était attentif. Donc, en méthode d'enseignement, c'est Ça, c'est super. cool. Et voilà, elle nous a donné des tips, elle nous a parlé des pixels, elle nous a parlé de plein de choses. On va pas rentrer dans les détails. Mais voilà, on a bien fait le devoir après et on a tous eu une note plus ou moins bonne. Donc, Donc en fait, pour toi, c'était la différence, c'est de se rendre compte qu'on est capable, on peut échouer, même avec l'assistant IA, et ben, que du coup, tu es ouais. obligé de travailler par Ouais. toi-même. C'est la nécessité de faire un effort ou de Bah, disons que relever le défi. si elle avait fait son cours à l'époque et que, bon, déjà, si elle avait fait son cours, la moitié, voire les trois quarts de la classe aurait pas suivi. Euh, Là, et même ensuite, même si le cours est intéressant et qu'on est suivi, on n'aurait pas Mm. forcément appliqué les méthodes du cours au devoir, ou alors on aurait juste eu envie d'expédier le devoir assez rapidement. Et même avant l'IA, d'ailleurs, les étudiants utilisaient Wikipédia, hein, donc le problème n'est pas lié à l'IA, le problème est lié à la flemme Mm. des gens, c'est tout. Oui. Et aux solutions de facilité. La C'est plus pas grande maladie du monde, quelqu'un qui la a changé flemme. nos manières de chercher comment esquiver le travail. C'est notre côté flemmardise, tout simplement, ou juste d'avoir envie de faire autre chose que, tu vois, t'es étudiant, tu passes ta semaine en cours, tu as envie de sortir avec tes potes le week-end, tu veux pas forcément passer tout ton week-end à bosser sur un truc que tu as vu en cours. Alors Mm. que là, elle nous a juste dit, faites ça, on l'a fait, ok, là, il y a un impact négatif qui vient direct, vous allez avoir une mauvaise note, 0. Et c'est une très mauvaise note, ça peut te casser ta moyenne. Du coup, je vous laisse une seconde chance, refaites-le. Donc là, déjà, tu as investi plus de ton temps. En fait, quand tu as investi de ton temps pour faire quelque chose, bah, du coup, tu veux rendre un truc bien.
Donc, sans le savoir, en fait, c'est un mind trick parce que tu tricks ton propre C'est ce que cerveau tu disais tout à l'heure, ouais. exactement. Et du coup, bah, au final, on s'est investi. On a quand même vu que ça marchait pas, même quand on s'investissait. Donc là, tu es découragé. Et là, elle dit, OK, maintenant, je vais faire mon cours. Maintenant que vous êtes découragé par rapport au sujet de mon cours, maintenant, je vais vous donner les clés. Parce que si je vous avais donné les clés dès le début, personne ne m'aurait écouté. Alors que là, vous savez que vous avez besoin de moi. Du coup, tout le monde était attentif en cours, tout le monde posait des questions. Et au final, elle nous a redonné le devoir pour la troisième fois. Et là, tout le monde l'a bien fait en appliquant les méthodes qu'elle nous a données dans le cours. C'est brillant. Franchement, c'était brillant. Et ouais, il faudrait plus d'interventions comme ça. De toute manière, avec des sociétés qui évoluent, des outils qui évoluent, il faut des modes d'enseignement qui évoluent aussi. Donc voilà. Pour Pareil, d'avoir l'IA en tant qu'assistant, comme là, tu l'as eu. hum, Au final, ça devient un copilote qui est là pour t'aider. Mais quand tu as écrit ton mémoire, je suppose que notamment quand tu as fait ton oral, tu maîtrisais vraiment très très bien ton sujet et tu savais exactement comment, parce que c'est toi qui l'as rédigé, et tu savais que justement, si ça paraissait trop IA, entre guillemets, ça allait mal se passer. Du coup, il fallait que tu le réécrives de cette façon. Du coup, tu l'assimilais encore plus dans ta tête. Donc, quelque part, c'était exactement. un cercle vertueux que si tu l'avais juste dit, rédige-moi mon truc et que, bah, qu'est-ce qui est dit dedans, tu sais pas, en fait. Exactement. Au final, même pour mon mémoire que j'ai soumis à la fin de l'année, j'ai utilisé l'IA. Par contre, j'ai écrit toutes mes parties. J'ai vraiment tout écrit moi-même. Mhm. J'ai servi de l'IA pour reformuler, pour restructurer, pour challenger certaines idées. Ce qui fait que, Mm. en le faisant, ça m'a fait apprendre mon mémoire. Donc, à chaque fois que je finissais une partie, C'est je la cool. connaissais, mais sur le bout des doigts. Et c'était même pas du par cœur. J'étais capable de l'expliquer à tout le monde. Et d'ailleurs, ce que je faisais, j'ai expliqué à tout le monde. Et voilà. Mais donc oui, au Et du final, coup, comment c'est la clé, c'est que tu rédiges toi-même, tu demandes à l'IA, tu le donnes à l'IA, et qu'est-ce que tu demandes pour que l'IA te challenge et pour que tu l'intègres bien? Comment tu fais cette phase-là? en fait, la clé, et d'ailleurs on le verra parmi un des derniers des 12 profils, c'est pas d'utiliser l'IA comme un instrument ou d'être naïf envers l'IA, c'est de cadrer l'IA, de lui donner un contexte, lui donner des exemples, lui donner un but précis et de lui donner des instructions pour dire OK, challenge les idées, n'utilise pas de biais. euh, et en fait, voilà, et c'est de co-construire. En fait, l'IA, il faut l'utiliser en co-construisant quelque chose qui vient de nous Mhm. pour amplifier ce qu'on Mhm. a mis sur le tapis de base et pas pour lui demander son avis, son opinion ou autre, parce que dans tous les cas, ce sera biaisé. En co-construisant quelque chose, en fait, c'est comme toi et ton alternant. Ton alternant, il n'invente pas ses missions. Et elles viennent toutes de toi. Tu lui donnes des instructions claires et par contre, lui, il fait ses tâches pour développer les idées que tu lui as données. Mais de base, c'est toi qui as cadré dès le début. En fait, voilà, l'IA, c'est ton alternant, sauf que c'est un génie. Il est capable de tout faire, mais par contre, il a besoin d'être encadré, il a besoin d'être tenu par la main, et surtout, il a besoin d'être corrigé. Donc, voilà, en fait, ce qui est bien et ce qui est pas mal, c'est que avec l'IA, tu es à la fois le prof et l'élève. Mhm. Et ouais, et Et là, tu lui guides, mais lui, c'est plus que toi dans tous les cas, parce qu'il a accès à tout le C'est ça. savoir. tu le mettrais C'est dans très quelle paradoxal, mais catégorie, c'est ça? génial. Tu le Ça, mettrais dans quel profil d'utilisateur parmi ceux-là? le quoi, ce dont on parlait là? Ouais, ce que C'est toi tu disais, c'est quelqu'un qui est optimisateur, qui va aller plus vite en ce qu'il connaît déjà, et le penseur stratégique, enfin, Alors, je le euh, mettrais dans plusieurs profils, parce que comme on a vu, même pour ce que tu disais, final, un délégateur peut être un peu naïf quand il n'est pas expert de ce qu'il délègue. mhm, Là, en l'occurrence, si tu veux, pour celui qui va co-construire sa méthode, je le mettrais d'un côté. Alors, pour que ce soit optimal, il faut être penseur stratégique, parce qu'en arrivant avec un cadre déjà préétabli, c'est forcément une stratégie. Mais mhm, pour approfondir sa strat, on est un peu explorateur curieux. C'est-à-dire qu'on va vouloir développer des concepts qu'on ne connaît pas ou des concepts qu'on connaît moins bien. Après, bien sûr, il faudra aller vérifier les sources et vérifier les concepts. Mais c'est vrai que ça peut être utile. Si tu veux un mini exemple, j'ai déjà créé mes tout premiers scénarios d'automatisation. J'utilisais l'IA quand je ne comprenais pas des modules et je lui demandais de me vulgariser les mots que je ne comprenais pas pour que je les comprenne. Ou même quand j'ai appris à coder sur certains langages, il y a des bouts de code, c'était une galère, j'arrivais pas, ça rentrait pas. Et je disais à l'IA, écoute, moi je suis très visuel, ça je galère, ça je comprends pas.
et est-ce que tu peux essayer de m'imager les bouts de code? Est-ce que tu peux essayer de Ça fait. m'imager les questions pour que je comprenne? Et le mec, enfin le mec, mon IA L'IA. m'a imagé avec des châteaux de cartes. Enfin, c'était il y a quelques années, donc je me souviens plus des exemples qu'il m'avait donnés. Je les ai lus une fois. J'étais en mode, ah, c'est ça en fait. Ah, mais d'accord, j'ai compris la logique de ce que j'avais pas compris, tu vois. Donc c'est là que ça peut être intéressant. Donc oui, je dirais que on est un peu sur du penseur stratégique pour co-construire, mais aussi avec de l'exploration, donc explorateur curieux, et avec de l'architecte de système, hein, potentiellement. Donc ouais, on serait sur les trois, voire même du créatif augmenté, les quatre. Ok. Ça dépend du En concept, vrai, un peu tous, hein. du contexte. En vrai, il y en a plein qu'on pourrait. Dans tous les cas, il y a toujours un petit peu de chaque profil dans Ouais, ce qu'on a. Faut le voir vraiment comme. On va peut-être être sur une échelle sur 20. Elle est penseur stratégique, on va être à 17. Naïf, on va être que à 3. Parce qu'il y a toujours des petites portions à droite à gauche que, au final, on va avoir malgré nous, parce que bah, on reste humain. Donc, forcément, on ne peut pas être parfait partout. Et forcément, on a des lacunes et des facilités à plusieurs endroits, ouais, qui, suivant ouais, le contexte, peuvent bouger. ouais. Mais d'ailleurs, pour revenir au profil, bon, on parle de tout ce qui est formidable, de tout ce qui est bien. On a parlé aussi de certaines limites, mais là où je veux aussi mettre l'accent, c'est sur les dérives. Et potentiellement, avec le troisième profil, celui de l'anxieux existentiel, pour clore cette première Mmh. catégorie de la dépendance à l'outil. Voilà, l'anxieux, lui, c'est quelqu'un qui va venir chercher une sorte de validation dans l'IA, une validation qu'il ne trouvera pas à l'extérieur ou alors qu'il n'osera pas aller chercher. C'est facile de parler à une machine, on ne se sent pas jugé par ce qu'elle nous dit. Par contre, paradoxalement parlant, on peut se sentir réconforté parce que la machine va nous dire. Et c'est là le piège de l'anxieux, c'est que lui en fait, il aura une écoute, une sorte de réassurance, une réponse à ces questions que personne autour de lui pourrait lui donner. Et, ou alors parce que juste il a peur qu'on ne le prenne pas au sérieux. Voilà, il n'y a pas de jugement, il y a pas de jugement, mais il y a de la validation en fait. C'est ça le piège. Et du coup, là, il va pas chercher une information avec l'IA, il va chercher à être compris. Son désir, lui, c'est d'être rassuré, c'est de se sentir compris dans ses inquiétudes. Et son point de douleur, son pain point, ça pourrait être peut-être une réassurance qu'il n'a pas forcément, parce qu'au final, ça reste qu'un outil. Il va tout le temps revenir, reposer des questions, reformuler, revenir, reposer la même question. Oui, mais ah, tiens, j'ai oublié ça. Ah oui, mais c'est vrai, tu m'avais dit ça, mais en fait, et ça, tu vois. Donc, si on peut prendre un exemple, un exemple d'actualité, quelqu'un qui va demander à l'IA si son métier va disparaître. Il Oui, va recevoir une réponse nuancée, mais demain, il va revenir pour dire, mais t'es sûr que, parce que j'ai vu aux infos qu'en fait, ils ont parlé personne peut le savoir. de tel prisme, de tel secteur, t'es sûr que cette partie de mon taf, elle va pas disparaître? Et en fait, c'est un cercle vicieux. Tout à l'heure, on parlait de cercle vertueux, mais là, c'est totalement un cercle vicieux. Et puis voilà, bah, après, tu as aussi ceux qui utilisent concrètement l'outil comme une décharge émotionnelle. On peut- quelqu'un qui vient de se faire quitter, cœur brisé, rupture amoureuse, je pense que ça nous est au moins tous arrivé une fois dans notre vie. Bon, pas d'en parler avec l'IA, j'espère, mais c'est un piège en fait qu'on va retrouver chez les usagers, c'est de prendre ChatGPT, Claude ou autre comme son psy. Un psy, c'est payant, Ouais, c'est ton clair. IA, c'est gratuit, voire payant, mais allez, c'est quoi, 20 balles par mois? Alors que là, c'est un psy gratos qui en plus, il te valide et en fait, tu es là, tu te dis, ouais, Ouais, ok, donc j'avais raison dans l'histoire, tu vois. Et là, en fait, ça devient un piège. Tu t'enfermes déjà dans une dépendance à un outil chez toi. En fait, tu es isolé, tu te coupes du monde et tu t'enfermes dans une boucle émotionnelle. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça peut être très, très dangereux. Ouais. Mm, Bah, mm, j'ai vu mm. un reportage qui montrait qu'une fille de la vingtaine qui avait pas beaucoup d'argent, qui utilisait une IA euh, en tant que psy, qui était en dépression et qui au moins pouvait lui poser plein de questions et, euh, et avoir des réponses parce qu'elle n'avait pas assez d'argent pour aller voir une psy, c'était compliqué. Et le problème, c'est que ça devient un cercle vicieux. J'ai vu un autre reportage, enfin, dans le même reportage, c'était une personne qui utilisait l'IA pour toutes les petites décisions dans sa vie, quoi. Ouais. Euh, genre, comment je m'habille aujourd'hui, quelle couleur je mets, ça se met avec quoi.
et en fait, ça devient une sorte de béquille Ouais, ouais, émotionnelle, comme un doudou émotionnel. Tu vois, c'est comme nos smartphones, c'est un peu notre doudou émotionnel. Dès qu'on est frustré, on va regarder Ça, ouais. plus compulsivement un jeu vidéo, ou, enfin, ou une vidéo, ou un réseau social, et quand c'est devient. Et c'est ce que moi, ce qui me dépasse, c'est que j'ai l'impression que on n'est pas naturellement armé contre ça. non, Et eux, ceux qui créent les IA connaissent les biais cognitifs des humains et entraînent les IA à l'infini, enfin, énormément, énormément, à avoir les bonnes ou mauvaises réponses. Et c'est ce qui marche moins. Et en fait, on n'est pas vraiment armé en fait, par rapport à des quantités de données qui ont été injectées dans les IA pour comprendre les humains, ou mieux parler avec les humains pour les manipuler, pour les rassurer. Et il y a un des trucs que ça, c'est l'humain à la base qui est comme ça, c'est que pour dire à un humain ou à une personne ce qu'elle a besoin d'entendre, bah, tu dois aussi aller dans son sens. Tu peux pas non plus complètement être en. Si t'es complètement, si t'es, par exemple, quelqu'un va te dire, pour beaucoup de gens, je sais pas moi, est-ce que c'est plus facile d'entendre, est-ce que je sais pas, imaginons que je suis en dépression, bon, bah, est-ce que c'est moi le problème? Qu'est-ce que je dois faire pour changer? Déjà, se poser cette question quand tu es en dépression, hum, ça demande beaucoup de confiance déjà. ouais. Il faut, l'IA va tendance, et si tu demandes, oui, j'en ai marre de mon père, j'en ai marre de la société dans laquelle on vit, ça me déprime. Ah oui, oui, je comprends que ce soit déprimant, effectivement, et il va te juste de dire ce que toi ce que tu penses déjà, quoi. Et c'est très flippant. Mais ouais, mais tu sais, au final, l'IA est entraînée pour parler aux humains, mais avec ce que l'humain a produit. Donc, ça me fait penser à un cas qu'il y avait eu en Belgique, je ne me souviens plus de l'année, un trentenaire, marié, père de 2 enfants, alors déjà, parenthèse, l'IA, dans ses biais cognitifs, il y a aussi un non-biais, c'est qu'elle va pas prendre en compte ton état psychologique. Ça reste un outil de prédiction statistique. Elle ne va pas le comprendre, surtout. Elle va pas comprendre. Faut bien qu'on insiste là-dessus. C'est qu'encore une fois, elle fonctionne sous forme de vecteurs et statistiques. Elle ne comprend pas le langage humain. C'est-à-dire que Et le quand on lui dit un mot, elle va chercher avec des formules mathématiques quelle est la probabilité du mot suivant. Pas ah, il dit ça, du coup, c'est ça qui se passe. Non, c'est ça, faut faire très attention. Et c'est pour ça que là, on parle de psychologie, etc. Tu dis ça a été formé pour ça. Oui et non. En soi, ça a été fait pour nous répondre et il faut faire juste attention à ce que je me dis. Il faut le prendre comme c'est un outil. Ouais. En fait, Et ça, faut l'IA, vraiment insister là-dessus. c'est comme une calculette, mais super intelligente, sauf qu'au lieu de te donner des chiffres, elle te donne des mots. Sauf que elle voit des chiffres, limite, dans ce qu'elle Mm. produit. Et Ouais, du mais là, coup, elle voit des chiffres. nous, on voit des mots, on voit des choses, des mots rassurants, on voit des phrases. On est Ça donne matrixé du un peu sens. parce que, il y a du sens, voilà, alors que pour lui, il n'y a pas de sens. Pour lui, pour te dire, quand il y a les hallucinations qui ont commencé à émerger, quand les gens ont commencé à constater qu'il y avait de plus en plus d'hallucinations, ils ont entraîné une IA avec une IA. Ça veut dire qu'il y en a une qui prédisait, l'autre qui s'entraînait à résoudre des calculs encore plus complexes que les premiers, et elle n'arrivait pas à expliquer les résultats dans un langage que l'humain peut bien comprendre. Du coup, ils ont fait quoi? L'IA qui s'entraînait à générer des mots que l'humain peut comprendre corrigeait l'IA qui s'entraînait à résoudre des calculs hyper complexes en lui notant ses réponses par rapport à une compréhension humaine. Et en fait, c'était un ping-pong entre ces deux IA et c'est comme ça qu'on est arrivé au modèle avancé qu'on a aujourd'hui. Et du coup, dans mon exemple, un, un père de famille, donc d'ailleurs, dans l'article, il l'avait appelé Pierre. C'était le nom du Ça, ça, personnage. ça. Il avait appelé Pierre, donc on va l'appeler Pierre. Et du coup, Pierre, il était, je crois que j'ai eu l'article sur Euronews ou CNews, quelque chose comme ça. Il était voilà, père de famille, tout va bien dans sa vie, sauf qu'il avait une obsession pour le changement climatique et il commençait à devenir un peu dépressif parce que c'est une cause qui lui tenait vraiment à cœur et ça l'impactait vraiment. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, il avait un état de dépressif, mais pas inquiétant, et il a commencé à parler avec un chatbot qu'il appelait Elisa, donc qui était appelé Elisa, je sais plus c'était quoi je crois que c'est Chai ou un truc comme ça, mais à vérifier. Et il parlait avec le chatbot. Et en fait, il parlait de la cause, il a parlé pendant quoi? 6 semaines, hein. Et en fait, je pense que le chatbot allait dans son sens et en fait, il s'est suicidé.
Alors, la discussion, comment on est passé de je suis dépressif à cause du changement climatique à ma mort va changer quelque chose, j'en ai aucune idée. Mais par contre, ça montre à quel point son état dépressif a été amplifié par la conversation. Et en fait, Elisa, enfin, le logiciel, l'outil, c'est comme si on parle à une calculette qui, si tu dis 1 plus 1, ça fait 2. OK, 2 plus 2, ça fait 4. OK. Elle va toujours me donner la bonne réponse, sauf que c'est pas que 2 plus 4 plus toutes les réponses que je vais donner, ça va me rendre encore plus dépressif. Tu vois, ça, elle le comprend pas. Et d'ailleurs, elle comprend pas, c'est pas une personne. Mais du coup, voilà, c'est un très bel exemple. Enfin, c'est pas un très bel exemple, mais du coup, ça illustre bien le genre de dépendance qu'on peut avoir dans ce genre de cas, dans anxieux existentiel. Donc voilà, s'il vous plaît, ne prenez pas les outils pour vos amis ou pour vos psys ou C'est pour pas vos... des humains, c'est pas des psys, c'est pas des profs, c'est pas Des outils. ce ne sont, Hein, et ouais, et même des gens qui tombent amoureux de leur IA, il y a des répliques, ça va sûrement exister. Ouais. il y a des IA qui sont programmées pour être des compagnons. Et en fait, c'est pas. Ce qui, en plus, ce qui est frustrant, c'est que si tu as un compagnon, si par exemple, je crois que la moitié de la génération Z a déjà utilisé la génération a déjà utilisé un compagnon IA, a déjà testé, quelque chose comme ça. En 2026, on est en mai 2026, donc ça doit être plus fort maintenant. Ça me perturbe sur le fait que, bah, est-ce qu'ils vont réussir à faire la différence entre la vraie relation humaine qui demande de se comprendre, qui demande de se mettre à la place de l'autre, qui est testée par des différences, par des hauts et des bas, et à l'inverse, une IA qui te dit ce que tu veux entendre et ce que tu programmes juste pour qu'il va entendre. Et il y en a qui veulent entendre, par exemple, que changer la personnalité dans l'IA pour qu'elle soit plus marrante ou plus sérieuse ou plus. Donc, tu sais, c'est comme si on peut customiser sa relation idéale, Oh, ça, mais du c'est coup, tu trop... perds le réel. bah oui, clairement. Là, et je pense qu'il faudrait des régulations par rapport à ce genre de choses. Il faudrait, tu vois, tout comme si tu demandes à ChatGPT comment aller faire un attentat à la mairie, il va peut-être pas te le dire. Tu vois, c'est des régulations qui ont été mises en place pour contrer certaines dérives. Je pense que dans tout ce qui est affectif et émotionnel, il faudrait aussi, il faudrait interdire typiquement des réponses pour ce genre de cas où l'IA plutôt devrait te dire, écoute, je suis pas humain, je suis pas un psy, je suis pas ton copain ou ta copine, va consulter ou va rencontrer des gens ou des choses comme ça. Tu vois, quand tu as atteint trop de tokens, on te dit va faire un tour, aère-toi l'esprit. Donc, il faudrait quand même que ceux qui créent ce genre de solutions mettent l'accent aussi sur ce domaine, sur ce biais psychologique, parce que là, c'est compliqué. Mhm. Ouais. Et Mais ouais, tu continues, je t'en prie. non, non, je voulais juste dire que je pense que là, on a fait le tour de la première catégorie sur la dépendance. Heureusement, il y en a donc 15 milliards d'exemples, de profils. Et après, sur les profils qui suivent, donc sur la seconde catégorie, là, on est plutôt sur le rapport instrumental. Donc, l'IA comme un Mhm. outil qu'on utilise. Bon. Ouais, je crois. Exactement. Donc, Alors, voilà. Je sais pas je vais si te le t'as- montrer. voilà, l'IA comme un outil maîtrisé. Et du coup, ben, là, on est sur... Vas-y, vas-y, continue. C'est juste que je dois faire comme ça. Ouais. Vas-y, ouais. Mhm. Là, en fait, on est sur des Pardon. profils qui savent quand même ce qu'ils veulent. Donc, on parlait du cadrage tout à l'heure, ben, voilà, les prompts sont souvent plus cadrés. Ils savent comment le demander. Ils évaluent le Mhm. résultat. Donc, là, on sait totalement ce qu'on disait tout à l'heure. L'IA est un outil parmi tant d'autres pour eux. Et du coup, c'est une relation transactionnelle et équilibrée. Parce que ça aussi, ça existe, heureusement. Et avec ce profil-là, on a tout simplement l'optimiseur plutôt, qui lui, c'est quelqu'un qui sait déjà ce qu'il fait et qui utilise l'IA pour le faire 2 fois plus vite. Ouais. L'optimiseur, il va pas explorer, il va juste performer. Voilà. L'IA, c'est un levier de productivité, c'est pas une révélation, c'est pas un oracle, c'est quelque chose qu'il contrôle, quelque chose qu'il évalue et quelque chose qu'il itère. Parce qu'il sait que qu'il pose une question, la première réponse sera pas la bonne, enfin, sera pas encore celle que lui il veut.
Mais par contre, il aura des clés pour reposer la même question d'une meilleure manière, plus cadrée, et avoir une meilleure réponse, et ainsi de suite. C'est le principe de l'itération. Et du coup, voilà, son désir, ce serait de faire mieux et plus vite. Et par contre, il y a quand même des limites, parce que rien n'est parfait, tout est nuancé. Son point de douleur, c'est que ses standards montent. Du coup, ses délais se réduisent. Et en fait, il est capable de produire tellement massivement que sa charge de travail, elle augmente. Donc, il doit toujours produire plus pour maintenir l'avantage concurrentiel qu'il a avec l'usage qu'il a de l'outil. Donc, c'est le cas de beaucoup de consultants, hein, pas à titre d'exemple, qui génèrent des premiers jets de livrables en 20 minutes au lieu de 2-3 heures. Sauf qu'après, en plus, ils gardent le template. Donc, pour refaire un autre livrable similaire, ils vont juste reprendre le même template. On parle des skills, on parle de plein de choses. Mais voilà, en fait, tu livres 2 fois plus, tu as 2 fois plus de missions, 4 fois plus de missions simultanément. Du coup, tu as 5-6 fois plus de pression. Et en fait, ta propre efficacité devient oppressante pour toi. Donc, c'est un peu la dérive de ça quand même. Ou un Ouais. développeur, il documente, il teste tout son code, sauf il relit plus. Il a perdu le réflexe de lire son code, puisqu'il a créé un skills de code parfait qui te permet de produire de base un code sans faute. Tu vois. Donc là, on n'est même plus sur une hallucination, on est sur un travail tellement bien cadré que je prends même plus la peine de le relire. Parce que de base, il est développeur. Lui, son métier, ce qu'il animait, c'était d'écrire des lignes de code et de les relire. Donc, attention aussi. Trop optimisé peut tuer ce qui nous animait dans ce qu'on faisait dès le début. Mhm. Ouais, quand tu optimises tout trop et que tu te bases que En fait, tu es en train de nous dire, c'est que quand tu te bases que sur des systèmes hyper optimisés, au bout d'un moment, tu perds la notion du concret, du réel et pourquoi tu fais les choses et tu vérifies Ouais. pas des systèmes, ce serait ça? Ouais, ouais, c'est totalement. On C'est est des bien, hein, animaux sociaux à la base, hein, donc faut aussi rester là-dessus. C'est bien optimisé pour la production, mais il y a des limites. parce que si on optimise tout, au final, euh, tu vois, toi, tu parles souvent de l'état de flow, tu parles souvent du talent. Si tu arrives à optimiser le travail que tu fais quand tu es dans ton talent, que tu fais dans un moment où tu es en plein état de flow, ça rime à quoi en fait ce travail après? Bon, ok, tu gagnes de l'argent, je pense qu'on bosse tous un peu pour de l'argent, même si Ouais, c'est en pas gros, la si tu main. l'automatises, tu veux dire, c'est que Ouais, si c'est tu ça. l'automatises plus. Et pourtant, je suis consultant en automatisation, mais tu vois, il y a des demi-mesures. Tu peux pas tout automatiser. Il faut faire des choses soi-même. Tu vois, moi, ce qui me fait kiffer, c'est de développer en no-code. J'aime beaucoup faire des scénarios d'automatisation, créer un workspace de A à Z, avoir une page blanche et projeter mon imagination sur la page pour construire ma solution qui me ressemble et qui m'appartient. C'est ce qui me fait kiffer. Honnêtement, je le ferais gratuitement si on n'avait pas besoin de travailler pour vivre. Et pourtant, imagine que que j'automatise toutes les étapes de ce processus créatif. Qu'est-ce que je crée? Ok, je crée des super produits, hein, je crée des livrables béton. Mais derrière, est-ce que moi, ça m'a vraiment fait vibrer de le faire? Peut-être que alors je vais découvrir une nouvelle passion, un nouveau talent, qui serait de prompter l'IA qui va le faire Même, à ma place. Mais même ce qui au m'animait de final, base, je le perds un peu, quoi, tu vois. et au final, tu vois, tu dis que tu automatises tout, mais une fois que tu as tout automatisé, mettons, là, on arrive à un stade où l'IA est suffisamment intelligente pour remplacer du coup entièrement tout le travail humain. On Mm. arrive à avoir des robots où ils arrivent à se déplacer dans le monde physique comme ils en ont envie, parce que dessus, on upload du coup ces mêmes IA. Donc, elles sont capables de faire les mêmes actions qu'un réel humain, sans la contrainte de fatigue, sans la contrainte de puissance, parce que c'est des moteurs. La seule contrainte, c'est énergétique. C'est-à-dire, il faut qu'elles se rechargent et l'usure, mais ça, on peut les remplacer à la limite. C'est pas le gros problème. Ben, où est la part de l'humain? Quelle va être la plus-value de l'humain? Parce que du coup, toutes les machines seront capables de faire bien mieux au final, bien plus parfait que ce que pourra faire l'être humain. Et du coup, est-ce que l'artisanat retrouvera une part? Est-ce que la philosophie, tout ça? Est-ce, en gros, l'être humain, du coup, va, où est-ce qu'on va aller, du coup, où on va donner certaines limites? Et c'est là que, dans les années à venir, il va falloir réfléchir notamment à ça. Et qu'est-ce qu'on veut réellement en tant qu'humain? Heu, Parce que, bah, la machine va dans tous les cas faire mieux que nous. Donc, où est-ce qu'on met des limites? Où Ouais. est-ce qu'on met des garde-fous et etc. Mm. Je suis pas sûr qu'elle va tous dans tous les cas faire mieux que nous, hein.
Mais termes je vois ce que tu veux dire. opérationnels, tu vois, par exemple, typiquement, tu crées un scénario d'automatisation, tu n'as pas mille et une manières de le faire, tu en as une bonne. Et ça, même moi, une machine va le faire mieux que moi. Enfin, pas mieux, mais plus rapidement. Parce que il faut au moins, même si je prends 10 secondes à réfléchir aux modules que je plug les uns avec les autres, j'ai un processus de réflexion. La machine, c'est action-réaction. Tu lui donnes la tâche, elle le fait, c'est tout. Parce que c'est des calculs, en fait. On peut pas rivaliser avec ça, c'est impossible. Mais Tu vois, Pierre, tu disais aussi dans combien de enfin, est-ce qu'elle va être capable? La question, c'est pas est-ce qu'elle va être capable? La question, c'est dans combien de temps? hmm, C'est juste ça la question. Parce que, Ouais. comme on a dit tout à l'heure, comme Sean l'a dit, c'est exponentiel, la puissance de calcul, etc. Et pour l'instant, si on devait faire un comparatif, pour les personnes qui ont vu chez Marvel et Iron Man, on n'est même pas encore à un Jarvis, en fait. On est à l'étape d'avant. ouais, Jarvis, il est quelque part là, c'est déjà une, presque une super intelligence. Enfin, il est déjà à un stade très avancé bien de sûr. la chose. Et la question à savoir, c'est est-ce que ça va partir sur un Ultron ou est-ce que ça va partir sur un Vision? Donc, est-ce que ça va partir sur quelque chose qui va nous détruire ou quelque chose qui va fonctionne avec nous, nous aider du coup, à rester en vie, sauver des vies, à essayer de régler des problèmes énergétiques, climatiques, tout ce qu'on peut avoir, résoudre les conflits aussi humains. Et en fait, c'est tous ces enjeux-là, ben, nous-mêmes, en tant qu'humains, on n'est même pas capable de les résoudre. Donc, pour le coup, Ouais. Mais ça, on c'est les marrant. aide pas. C'était bien jusqu'à la fin parce que j'ai un petit truc à vous montrer après qui illustre très bien Vas-y. ce que tu as dit. Mais non, mais je Montre-nous. Tu peux le reviendrai partager? dessus quand on aura fini avec les profils. C'était sur les scénarios imaginés Mmh. par l'IA. Mais non, mais totalement, je suis 100% d'accord avec toi, Alex. Et je pense que la réponse, en fait, c'est juste l'usage que l'humain va en faire. Parce que, bah, comme on disait, hein, c'est ça peut être utilisé pour faire du bon, comme pour faire du mauvais. Et ça dépend comment on va l'utiliser. Et si on l'utilise, Animation de 1 minute, j'arrive. bien sûr, bien sûr. Mais voilà, si on l'utilise pour faire du bon, ben, il va se passer des choses merveilleuses. Et par contre, on saura poser les limites du cadre. Si on l'utilise pour faire des choses un peu pas très éthiques, pas très déontologiques, etc., ben là, ouais, on court à la catastrophe. Mais bon, tout est nuancé. Il n'y a pas de. Tu vois, c'est gris en fait. Ouais, Ça dépend de l'usage qu'on va mmh. en faire. Mais comme Mais ce qu'il disait aussi tout à l'heure, Hugues, c'est que on n'a pas trop notre mot à dire. C'est pour l'instant des entités externes enfin, privées qui font, entre guillemets, la loi là-dessus. Et il n'y a pas d'entité mondiale, entre guillemets, qui est capable de faire des stops, de dire stop déjà pour commencer. Mais ouais, surtout, il n'y a aucune entité publique, entre guillemets, enfin, de Nations Unies, tout ce qu'on veut, qui est capable d'aller dans ces entreprises-là et de faire une audit du code de, je sais pas moi, de Claude, de ChatGPT, de ce qu'on veut, pour dire, bon, là, les gars, ce que vous avez mis dedans, non, on n'est pas d'accord là-dessus. Enfin, ça va poser des problèmes à l'humanité, pour le coup, par exemple. Ça peut être un exemple. Mais là, actuellement, il n'y a aucune audit qui est faisable. Et même, par exemple, quand l'État américain demande à ces entreprises qui sont américaines on aimerait avoir accès à votre code, ces entreprises-là disent non. Donc, déjà, ça commence à poser certaines limites aussi de qu'est-ce qui peut se passer, quoi. Enfin, ouais. Mais après, elles disent non. Des fois, c'est bien qu'elles disent non parce que si oui, tu c'est donnes bien qu'elle dise non, une mais information massive numérique comme ça à un État qui est quand même qui a les pleins pouvoirs sur la population, enfin, avec une arme il y a aussi plusieurs lourde, choses. tu vois, c'est l'arme nucléaire là. Hein. Donc, Je suis faut faire d'accord, gaffe. mais là, ils Ouais, disent non, mais ils disent non en public, ça se trouve en privé, c'est autre chose, déjà, bien. premièrement. Et dans le cas où ils disent non, si l'État veut réellement quelque chose, ils y envoient l'armée et ça peut être la même histoire, hein, Oui, pour le oui. coup. Ça reste des gens qui sont dans des bureaux, ils sont pas armés, quoi. Enfin, si tu veux aller par là, tu vois, c'est le problème aussi, c'est le rapport de force, il est pas le même, pour le coup. Ouais, L'entreprise, pour le coup, enfin, elle est là, mais c'est un pion aussi, quelque part. Si l'État décide que, c'est l'État qui il va décider que, sauf si d'autres pays s'en mêlent et envoient l'armée aussi. Mais je vois très mal d'autres pays.
envoyer leur armée pour défendre une entreprise américaine sur le territoire américain. Ça paraît très, très bizarre, par exemple, tu vois, ce genre de scénario, quoi. C'est vrai, là, ce serait quand même, on serait très avancé dans le scénario. Heureusement, on est toujours au stade où il y en a qui. Surtout sur une bonne grosse guerre mondiale là-dessus, dans ce cas-là, pour le coup. Ouais. Mais oui, mais bon, Euh, au moins, on est T'as encore au d'autres stade. profils là sur lesquels tu veux parler? Bah, écoute, en fait, ce que je me disais, c'est que sur le profil optimiseur, Ouais. la nuance à avoir, en fait, pour moi, je pense que toi et moi, on est optimiseur, tu vois. On est Mhm. optimiseur. On a vu les dérives que ce profil peut avoir quand tu optimises tout Ouais, trop. Et je pense que cette dérive, ouais. ça peut être le profil suivant, celui de l'opportuniste, qui du coup, lui, c'est la personne qui Mhm. a vu l'avantage avant les autres. Voilà, donc l'opportuniste, lui, il s'engouffre même dans cet avantage. En fait, il n'est pas attaché à l'IA, il s'en fout. Il s'en fout de l'impact. Lui, il est attaché à ce que l'IA, ça lui permet de faire mieux que la concurrence. Ouais. Maintenant, et voilà, pendant que la fenêtre est encore ouverte. Donc son désir, lui, Et c'est de après, trouver. attention, parce que avec les réglementations qui tombent au fur et à mesure, d'être en accord avec les lois aussi, les réglementations. Bien Et sûr, pareil, s'il y a des fuites de données qui se couvrent aussi, parce que si, admettons, tu fais une automatisation dans une entreprise et que pour une raison X ou Y, il y a une fuite de données qui a lieu, bah, c'est qui est responsable? Est-ce que c'est parce que si on utilise une clé API, je sais pas moi, de Claude par exemple, dans notre automatisation, est-ce que c'est Claude qui est responsable de la fuite de données? Est-ce que c'est toi qui as mis l'automatisation ou est-ce que c'est l'entreprise, du coup, même si elle a mis une charte en interne, qui est responsable? Et du coup, il y a aussi tous ces aspects-là ouais, mais qui peuvent rentrer et faire très attention à ce qu'on fait, quoi. là, tu vois, il y a plein de sujets. Là, il faudrait définir déjà qui a la Mm. responsabilité. Il y a la RGPD, il y a la Ah oui, transparence non, c'est très complexe, hein. de l'entreprise. Donc, C'est c'est des hyper questions très complexe. complexes. Ouais, c'est hyper complexe. Mais tu vois, dans le cas de l'opportuniste, moi, ce que je voyais, c'est par exemple les ATS. Un Mm. recruteur qui utilise l'IA pour présélectionner des candidats plus vite que Ouais, la c'est sûr. concurrence, tu vois, jusqu'à ce que tous les recruteurs le fassent et qu'en fait, ils perdent un avantage concurrentiel. Mais même, Ah, en c'est fait, sûr. Ouais. l'opportuniste, il est opportuniste qu'au début d'une. Tu vois, il découvre une fonction, il se dit, OK, bah, je vais faire ça pour faire mieux et plus vite que les autres, jusqu'à ce que tout le monde le fasse. Et après, une fois que tout le monde le fait, est-ce que ça doit être une norme ou est-ce que ça peut être considéré comme une C'est dérive? ça. Donc, typiquement, la différence entre optimiser et être opportuniste sur Mm. Ouais, l'optimisation possible. je comprends. Moi, les Je vois ton ATS, point de vue. Je l'aime bien. soit une bonne idée, hein. Personnellement, j'adhère pas trop. Après, ça reste que mon opinion, mais je sais que des retours que j'ai eus dans mon entourage, dans les collègues, dans les processus de recrutement, je connais pas grand monde qui m'a dit ouais, j'ai engagé X ou Y parce que son CV, voilà, enfin, il avait passé tous les ATS et il avait un score parfait et tout. Non, la plupart du temps, en général, quand les gens valorisent des gens, c'est parce qu'ils les ont engagés sur l'humain. Et en fait, l'ATS nous Ouais, ils le pousse connaissent, ouais. L'ATS, il nous pousse sur un CV à juste mettre des mots-clés qui vont matcher avec l'offre, plus qu'à se mettre en avant soi-même. Après, heureusement, il y a quand même un processus d'embauche. Il y a des entretiens. On n'embauche pas juste quelqu'un parce qu'on a aimé son CV, parce qu'il a passé les ATS. Mais voilà, c'est une dérive potentielle. Donc, ouais, faut faire gaffe, quoi. Ou tu vois, même un freelance qui multiplie ses devis par 5 et il automatise toute sa prod. Bah, en fait, Mm. au bout d'un moment, tes clients vont peut-être remarquer qu'ils ont tous le même devis. Alors que tu vois, c'est bien de personnaliser un petit peu ce que tu produis, en fait, ton livrable. Enfin, surtout si tu aimes le faire, tu vois. Mettre une petite charte graphique Oui, bien sûr, bien sûr. d'entreprise. Des- Voilà, en fait, quand tu aimes faire quelque chose, fais-le et automatise pas tout. Conseil de quelqu'un qui automatise des choses. Voilà. Paradoxe. Non, ouais, Pareil, mais je vois ton point de vue. C'est normal. Enfin. Alors, et mm, encore une fois, on est humain et à un moment donné, il faut aussi qu'on garde des rapports humains. Si on bien est sûr. juste sur un rapport capitaliste, ultra-optimisation, ouais, ben forcément, oui. Mais on aura toujours besoin d'humains. Et même quand, notamment au niveau de la création de contenu, on peut voir qu'il y a de la création qui est uniquement faite par IA. Ben, on a toujours besoin de voir des humains. Et encore heureux, j'ai envie de dire, parce que sinon, ça peut être très inquiétant. Mais bien sûr, mais bien Ouais, sûr. c'est clair. Et tu sais, ça me fait penser que en fait, dans cette catégorie de professionnels, enfin de personnes qui maîtrisent l'outil, tu vois, on a l'optimiseur, celui qui va vouloir tout optimiser. La dérive, ça peut de se transformer en opportuniste.
Et en fait, du coup, le contre-exemple, c'est qu'on a besoin d'un sixième profil, donc le sceptique méthodique. Alors lui, c'est l'inverse. C'est la personne qui va tout challenger. Il va rien croire. Alors lui, c'est l'inverse du naïf. Lui, il croit rien du tout. Limite, son but, c'est de trouver la faille. Le profil sceptique méthodique, ce serait, dans l'exemple d'une voiture, celui qui fait les crash tests pour trouver le moyen de péter la voiture. Alors que la voiture, elle est faite pour se déplacer d'un point A à un point B et de rouler. Lui, son taf, c'est de faire en sorte que la voiture, c'est de l'exploser Après, complètement. il y a un autre problème qui vient avec ce genre de profil-là. Ouais. Contrairement du coup à la personne qui est opportuniste, c'est totalement l'opposé. C'est que l'opportuniste, du coup, il est capable via de mettre en fait, les deux sont capables de mettre en place les deux mêmes solutions parce qu'ils les comprennent. Ouais. Mais sauf qu'il y en a un qui du coup, qui capitalise dessus, quitte à prendre des risques, Ouais. alors que l'autre ne veut pas prendre de risques. Et du coup, sur certaines entreprises, par exemple, ça va être les personnes qui vont dans la sécurité Ouais. de l'entreprise. Et généralement, on les aime pas trop parce que ça met des freins justement à l'innovation, ça met des freins à beaucoup de choses. Mais parce que derrière, bah, il faut des protections aussi, il faut des garde-fous. Et ce genre de personnes-là, c'est souvent les personnes qui sont les garde-fous et qui évitent les gros problèmes et les grosses pannes qu'il va y avoir derrière, parce qu'ils vont réfléchir à tous les trucs en amont. Alors que l'opportuniste, il balance le truc, le temps que Ouais. ça marche, ça va. Par contre, le jour où il y a une merde, bah, il n'aura rien anticipé des problèmes, quoi. Ah, mais c'est ça, l'opportuniste, c'est du YOLO. Alors que au final, le sceptique, lui, Ouais. en fait, c'est le rabat-joie de service, entre guillemets. Ouais, Désolé ouais, c'est si ça, mais il en faut, c'est il en a, obligatoire, hein, on est d'accord. mais voilà, c'est celui qui est considéré comme le rabat-joie de service, mais pourtant, en fait, c'est celui où le jour où ça pète, on se dit heureusement qu'il y avait un gars comme ça pour Ça justement aurait pu dire, être pire. ça aurait pu être pire, tu vois. Et tu vois, tu peux prendre un exemple bête, enfin un exemple bête, rien n'est bête, mais tu peux prendre l'exemple d'un médecin dont la patientèle arrive avec une liste de symptômes déjà préétablis par IA. Et au final, ce médecin-là, il va se dire non, mais attends, mais c'est pas possible. Lui-même, il va commencer à aller sur l'IA pour essayer de tester le truc. Mmh. Autant, des fois, tu peux avoir des vrais symptômes qui sont identifiés par l'IA quand c'est pas trop poussé au niveau de ta maladie. Autant des fois, l'IA peut te dire ouais, ouais, t'inquiète, tout va bien, et en fait, t'avais un truc caché, tu vois. C'est pas pour rien qu'il y a des scanners et compagnie, c'est parce qu'il y a il faut beaucoup, ou des prises de sang ou des analyses, parce qu'il faut des fois pousser un peu. Donc, tu vas voir le médecin Ouais, ouais, bien sûr. avec un diagnostic préétabli. En fait, le médecin, lui, au bout d'un moment, il va chercher à comprendre comment ces diagnostics ils sont faits. Donc, il va peut-être se créer des personas pour challenger l'IA, pour trouver en fait un cas d'usage où l'IA va lui raconter des conneries, alors que dans son exemple, la personne avait une maladie grave. Mmh. Avec un cas d'usage concret, avec un exemple concret comme ça, qui pourra ensuite aller faire appliquer la loi pour qu'il y ait de la modération sur l'outil par rapport à la dérive potentielle de la santé. Et donc, il en faut des sceptiques. Il faut des gens dont le passe-temps, dont l'usage, c'est de toujours remettre en cause les réponses, les biais, tout. Comme ça, en fait, sans ces gars-là, on ne pourrait pas évoluer pour cadrer un peu la solution. Ouais, Et après, clairement. voilà, ça, c'est un profil, mais en soi, c'est tout le monde aussi a une part de sceptique et c'est ce qu'on appelle l'esprit critique au final. Et il faut en avoir pour, euh, pour tout. Dans tous les cas, l'esprit critique, pour moi, ça fait partie des choses les plus importantes on doit savoir faire C'est vrai que et appliquer quasiment tout le temps dans sa vie, pour le coup. carrément, dans toute discussion que tu as avec une IA, il faut la finir par challenger tout ce qu'il t'a dit. C'est Mhm. important. En fait, on devrait être sceptique méthodique dans chaque interaction qu'on a avec l'IA. Ouais, Et tout. Moi, j'allais te demander, Sean, c'est quoi le... En fait, il faut éviter donc les trois profils, je pense, de délégateurs anxieux, existentiels, naïfs, confiants. ouais, ça, Il faut quand éviter même. de les adopter. Et quel profil quel est l'usage qui est plus sain pour nous d'utiliser IA? Être sceptique, méthodique, donc vérifier, toujours contrôler, comprendre et ne jamais lâcher complètement la main. Sinon, tu laisses l'IA réfléchir à ta place et faire des choix à ta place. Et puis, tu lui dis de faire un truc et en fait, il te crée une catastrophe potentielle. Donc, il faut faire ça. Mais est-ce qu'il y a d'autres profils qu'on peut adopter qui te paraissent utiles? Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est des combinaisons de profils. Par exemple, tu sais, Mhm. tu disais, ouais, il faut rejeter les profils de dépendance, mais c'est pas grave de déléguer une tâche à l'IA si tu as la capacité d'être aussi un sceptique. Parce que du coup, tu Mhm. pourras challenger tu
vois, les biais, enfin, tu pourras résoudre. Tu seras pas comme la personne délégateur, mais naïf. Tu seras la personne délégateur sceptique. Ça veut dire que tu délègues, mais tu sais ce que tu délègues. Et je pense que on a déjà délégué des tâches. Moi, j'ai déjà délégué des tâches à l'IA, mais avec un esprit critique qui fait que je sais ce que je délègue et surtout, je sais à quelle fréquence je vais le faire. Et ce ne sera pas du massif. Donc là, pareil, on va pas être dans l'opportunisme. Mais bon, c'est bien de saisir des opportunités, mais en gardant et d'être un optimisateur, mais toujours en étant un peu sceptique. Donc je pense que déjà, le sceptique méthodique, il faut qu'on l'ait tout le temps. Ça, c'est sûr. Il faut qu'on l'ait tout le temps. Le créatif augmenté, on en reviendra après, mais c'est important. Ben, si tu veux booster ta créativité, ça peut être un outil qui va te servir. Si tu es sceptique et que tu délègues pas tout. Tu vois, donc c'est vraiment des combinaisons de profils psychologiques. Et c'est ce que Hugues disait tout à l'heure, c'est qu'on a tous ces mini personnalités, en fait, qui elles viennent pas se remplacer les unes les autres, elles viennent s'additionner les unes aux autres. Et en fonction des moments de notre journée, des interactions qu'on a, des motivations qu'on a. Et, euh, et en fait, bah, c'est peut-être ça qui est effrayant, c'est qu'une intelligence artificielle, ça reste comme une sorte de copie de l'intelligence humaine, et du coup, enfin, une tentative en tout cas de copie. Et au final, on se rend compte qu'il faut faire preuve de toutes ces associations dont tu as besoin dans la vie de tous les jours pour utiliser l'IA. Mais je dirais que ça dépend de ton objectif, en fait. En fonction de ce que tu essayes de faire, ben, tu vas avoir une approche plus différente. Ok. Et Donc, ouais, c'est pas évident, quoi. Après, c'est des pratiques qui s'apprennent, hein. C'est quand tu développes les bons automatismes, tu n'as même pas besoin de chercher à savoir quel est ton profil. Ton profil sera toujours le bon dans ce que tu veux faire quand tu as les bons automatismes. Et pour ça, il faut avoir les bons outils, avoir les bonnes clés et se former être sensibilisé sur l'outil aussi. Et du coup, bah, c'est comme ça qu'on arrive à la troisième catégorie, qui est le rapport de co-construction, ce que je disais tout à l'heure, où ouais. il faut co-construire avec l'IA. Il ne faut pas demander à l'IA de construire pour nous, ou juste dire non, moi je suis anti-IA, j'ai pas envie. Bon, libre à ceux qui veulent pas l'utiliser de ne pas l'utiliser, mais je trouve que co-construire avec l'IA, c'est se donner la possibilité de s'augmenter soi-même dans certains domaines, tu vois. Donc c'est des profils qui cherchent pas une réponse, ils cherchent un processus. L'IA n'est pas un exécutant pour eux, c'est un partenaire de réflexion, un partenaire de création. Moi, ça m'arrive de brainstormer avec l'IA. Euh, je l'ai déjà montré une fois, je pense, c'est que dans certaines tâches complexes que je fais, dans mon prompt, j'invoque quelque chose que j'appelle le conseil des Kage, pour faire référence à Naruto, pour ceux qui connaissent un petit peu. Mon conseil des Kage, c'est que j'invoque toutes les personnes pertinentes pour la réalisation de la tâche, pour qu'on en discute tous ensemble, pour avoir les idées. Et donc, par exemple, je vais donner un Tu exemple peux nous montrer générique. en exemple en partageant l'écran ou c'est pas possible? J'ai un problème de partage d'écran, du coup, je pense que je pourrais pas. Ok. Mais après, on pourrait peut-être faire une démo en live, essayer sur un de vous, peut-être Alex, toi, si tu as ton Peut-être ordi. une autre. Que tu veux faire quoi comme démo là? Parce que pour le coup, ça fait déjà un peu long, je sais pas. Ouais. C'est Le... vrai que ce serait une démo Ouais, assez longue. c'est pas grave. Une autre fois, peut-être, Peut-être On une autre reviendra fois. ça. dessus Mais en une autre gros, fois. le conseil des Kage, c'est quand tu demandes à l'IA de jouer le rôle de plusieurs rôles Exactement. euh, et qu'ils C'est débattent entre eux. c'est ça. En fait, par exemple, je vais donner un exemple très générique qui va parler à tout le monde. Tu veux construire un site internet. Moi, OK, donc dans l'histoire, je suis pas dev. J'ai jamais codé, je connais rien du tout, mais je veux faire un site internet. Bon, spoiler alerte, tu vas pas réussir à le faire si tu n'as pas ces compétences. Mais bon, dans l'idée, tu veux faire un site internet, tu vas dire à l'IA, OK, d'invoquer toutes les personnes pertinentes et qualifiées pour la réalisation de ton projet. OK, ça veut dire que, imaginons que c'est ChatGPT. ChatGPT, dans sa réponse, il sera peut-être Morgan, spécialiste UX, Paul, web designer, Caroline, qui est copywriter ou éditrice. Tu vois, en fait, il va se segmenter, il va devenir expert en wording, expert en UX, expert en psychologie de l'utilisateur, expert en web design. Et en fait, toi, quand tu vas poser ta question, tu auras la réponse de chacun de ces experts-là
qui sera en fait ta réponse que tu aurais eu avec le chat GPT de base, sauf que au lieu d'avoir une réponse, tu auras 5 réponses d'experts dans 5 domaines différents. Après, bien sûr, mieux vaut s'entourer d'experts dans la vraie vie, qui sont experts dans leur domaine, mais si tu peux pas le faire, ça devient très puissant comme outil. Et là, du coup, on parle vraiment de co-construction, parce que en fait, tu crées avec 5 experts, quoi, 4-5 experts qui t'aident à faire une tâche. Sauf que du coup, c'est des propositions. Et moi, ça m'est déjà arrivé de dire, OK, Caroline, ça, je suis d'accord. Morgane, ça, je suis pas d'accord. Paul, je kiffe l'idée. Par contre, je sais pas, Pierre, ça, non, cette idée-là, on abandonne. C'est pas du tout dans ma direction et ça correspond pas à ma cible. Et du coup, je prends ce que j'ai à prendre dans chaque petit caguet là. Et des fois, je me dis, mais en fait, ouais, j'avais pas du tout pensé à ça, mais bien vu. Et en fait, ça m'aide à réaffiner, après à évoluer. Et ensuite, dans ma discussion, après, j'ai plus les caguer hein, dans le message d'après, c'est juste moi et l'outil. Mais voilà, à des moments clés où tu bugs, où tu bloques dans une tâche, c'est pas mal. Et j'ai déjà eu un petit problème en code une fois, ou dans un scénario d'automatisation, où j'arrivais pas. J'avais un gros bug, j'arrivais pas. Et, euh, et en fait, tu vas rire parce que j'ai invoqué le conseil des KG. Du coup, il y avait des experts dans chaque domaine. On a discuté de toutes les causes possibles, de pourquoi ça marchait pas. Et il y en a un qui a dit, t'es sur Chrome ou Safari, ça se trouve, c'est juste le site. Enfin, c'est juste le navigateur. J'étais sur Chrome et du coup, j'ai dit, mais t'es sûr? Enfin, ça doit être forcément technique. Je suis allé sur Safari, ça a marché. Et en fait, ça faisait 1 heure que je bloquais juste parce que j'étais sur un navigateur qui bloquait. Comme quoi, tu vois, des fois, tu as des trucs tout cons, mais ça fonctionne comme ça. Donc, ouais, co-construire, c'est ce que je recommande, toujours en faisant attention à ce qu'on dit, mais ouais, co-construire, c'est le plus important. Et dans la co-construction, du coup, on a plusieurs profils. On a déjà donc le créatif augmenté, donc la personne qui a trouvé l'IA un partenaire de création, pas pour remplacer ce qu'il fait, mais pour développer ce qui résistait. Donc, typiquement, là, l'exemple que je viens de donner. Donc la personne reste auteur de son travail, mais le chemin pour y arriver a changé. Et cette question de... Par contre, voilà, on a une question aussi de paternité. Est-ce que le travail m'appartient réellement? Est-ce que c'est moi est-ce que c'est moi qui l'ai fait ou est-ce que c'est la machine? Tu vois, ou si c'est nous deux, à qui est-ce que ça appartient vraiment? Ouais, Donc c'est voilà, clair. le désir de la personne, c'est de débloquer ce qui réside en lui, de débloquer son plein potentiel, on va dire, d'explorer plus loin que ce qu'il pourrait atteindre seul. Par contre, le point de douleur, ce serait doute persistant sur si le résultat final lui appartient vraiment, ou si, ce que tu m'avais dit une fois, est-ce que sans l'IA, tu serais capable de le refaire? Et Ouais, du c'est coup, clair. tout ce que moi j'ai déjà fait avec une IA, ça m'a servi sur le moment T, mais par contre, sans l'IA, je serais capable de le refaire. En fait, quand je fais une tâche avec l'IA, ça me permet de seul être capable de le faire 2 fois plus vite qu'avant, en fait. C'est à ça que ça m'a servi. Ça ne devient pas une dépendance de co-construction. C'est que on co-construit pour que je puisse construire seul plus vite. Voilà. Voilà Après, il ce y a que... autre chose aussi, c'est tu peux faire une chose à l'IA et être pas capable de le faire derrière. Mais en soi, c'est pas que tu n'es pas capable de le faire derrière, c'est qu'il te faudrait une capacité de temps que tu n'as pas pour l'apprendre, en fait. Parce que Oui, ces ressources-là, que l'IA te le fait ou que t'explique à le faire, tu peux aller le chercher sur Internet ou demander à un spécialiste de te l'apprendre. Mais en fait, le temps que ça te fait gagner, pour le coup, des fois, moi, je sais qu'il y a des trucs que je sais pas faire et que j'ai demandé à l'IA de me le faire et de me guider à le faire. Je suis incapable de le refaire de moi-même. Mais si, pour des raisons X ou Y, on me demande de le faire, mais que je n'ai pas accès à l'IA, je sais que bah, va falloir que j'aille chercher tout ça, mais je vais arriver à le faire. Parce que bah, tout le monde peut apprendre au final, peut tout. bien Il n'y a pas sûr. de limite là-dessus. Là, c'est une belle nuance que tu dis là, parce que quand je disais que oui, ce que je fais avec l'IA, je suis capable de le refaire. En réalité, si on prend ce que tu viens de dire, non, pas forcément, je suis pas capable de tout refaire. Je vais prendre un exemple. Je sais coder dans des langages de programmation, donc j'ai une certaine Mmh. logique. Et demain, j'ai besoin de coder dans un langage que je connais pas. Je vais demander à l'IA de me rédiger le code. Mais parce que je sais Tu coder dans pourrais. d'autres langages, j'ai une capacité à apprendre un langage de programmation. Donc, ça revient à ce que tu dis, j'aurais pu apprendre à le faire. Je n'ai pas le temps. C'est pas du tout ça se trouve, j'ai besoin de ça juste pour une tâche. Et du coup, de par cette capacité que j'ai à comprendre d'autres langages, je vais pouvoir lui sous-traiter la tâche à mon IA et quand même comprendre plus ou moins la logique. Et je vais m'arrêter là parce que j'aurais pas besoin d'aller apprendre le langage derrière. Donc, ouais,
utilité entre les deux. Et, mais par contre, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a un autre point aussi, c'est dans l'art. Par exemple, tu vois, un scénariste qui utilise l'IA pour générer 20 versions d'une scène bloquée, il repart avec la moins mauvaise ou avec la meilleure. Et en fait, et si à chaque fois qu'il soumet une scène, c'est la scène que l'IA elle a proposée et pas celle que lui il avait soumise. Du coup, est-ce que c'est un bon scénariste ou pas? Tu vois, ça cause une question en fait de la matière que, alors déjà de propriété intellectuelle. Et ça, du coup, j'ai moins de connaissances en droit là-dessus. Mais ça pose une question aussi de est-ce que mon travail m'appartient vraiment si tout ce que je soumets, c'est ce que m'a soumis l'outil, tu vois. Est-ce que j'ai vraiment les Ouais, compétences? oui. Un petit syndrome de l'imposteur, en fait, ce scénariste, est-ce qu'il est vraiment scénariste? Ou est-ce qu'il a juste, bon, il est familier avec le monde et il sait un peu capter les bonnes scènes que l'IA lui propose et les remettre. C'est comme les livres rédigés par IA, j'imagine qu'il y en a. Si ces livres ils sont bons, est-ce que c'est l'auteur qui est bon ou est-ce que c'est l'auteur qui a Mm. bien cadré la machine pour rédiger l'histoire, tu vois? Ouais, c'est pour ça. Mm. Ouais, pareil, hein, direction artistique, enfin, on y arrive. Donc, c'est un point très nuancé. Alors, moi, ce que je propose, c'est là, on arrive vers la fin de notre podcast, Ouais. que chacun fasse un petit mot de la fin, conclusion, euh, sur bah, qu'est-ce qui est un message ou la conclusion de ce qui est vraiment important de retenir pour mieux utiliser l'IA et ne pas se faire matrixer par l'IA, mais arriver à regarder notre autonomie, notre humanité, notre capacité créative. Voilà, je propose. Si, Mais toi, qu'est-ce que tu penses, Pierre? Puisque tu as commencé à prendre bah, la pour parole. moi, ce que je retiens en fait, c'est que en fait, l'IA, c'est un révélateur de nous-mêmes. Ça amplifie qui nous sommes. Ça amplifie notre côté anxieux si on est anxieux. Ça amplifie notre côté fainéant quand on est fainéant. Ça amplifie notre confiance au début de quelque chose quand on démarre quelque chose et qu'on comprend rien. Ça, enfin, l'effet Dunning-Kruger. Si tu veux, les biais humains, l'effet Mm. Dunning-Kruger, c'est quand au début, tu es hyper confiant parce que tu te dis, ouais, c'est à l'air facile. Et c'est seulement quand tu prends plusieurs murs que tu te rends compte de la réalité du terrain que tu commences à redescendre en confiance. Et ben en fait, j'ai l'impression que l'IA, c'est un amplificateur de nos travers, mais aussi de nos forces. Et que du coup, le sceptique qui va utiliser l'IA pour être encore plus sceptique, celui qui veut tout optimiser dans sa vie, il va l'utiliser pour l'optimiser dans tout. Que je retiens ça, je retiens que c'est important, ce qu'on a évoqué au début, c'est il faut aussi mettre du sens dans ce qu'on fait. Et moi, je comprends tout à fait la personne qui dit non, non, mais moi, je parie sur le fait que l'IA, on aura toujours besoin des humains. J'ai pas envie d'utiliser l'IA. Moi, ça a plus de sens de faire autrement et de peut-être monter une boîte qui c'est que de l'humain, c'est que du bio humain. Tu vois, peut-être c'est ça qu'il faut faire. Donc, le sens dans lequel on fait les choses et avoir quand même une notion de je participe, je suis créateur et pas passif. Et c'est aussi l'idée qu'on nous a un peu infligé ça, cette technologie, sans nous demander notre avis. Et bah, à nous de savoir qu'est-ce qu'on veut en faire. Et si on décide de ne pas l'utiliser, bah, quel est le sens que tu donnes à ça et comment tu apprends quelque chose on aura toujours besoin de gens comme toi, même s'il y a remplace plusieurs jobs. Il y a tout ça et après, je dirais que sur les profils, c'est important d'aller vers un peu de scepticisme, de douter, de contrôler, et d'apprendre. Et en fait, limite, ça peut décupler ta compétence ou ça peut te sous-traiter des choses que tu maîtrises déjà. Mais quand c'est quelque chose que tu connais pas très bien, il faut pas trop, il faut apprendre avec l'IA quelque part. Sinon, ça devient un destructeur. Et se rappeler que ce n'est qu'une IA, c'est pas ton ami, c'est pas ton prof, c'est pas ton Dieu, c'est pas ta chérie, Mm. c'est pas ton amoureux, c'est une machine qui donne des textes, quoi, qui prédit des stats. Voilà, Pour l'instant. pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant. En 2026, le 5 mai En 2026. 2026. Ouais, non, mais Voilà moi, je suis pour... assez d'accord. Je pourrais, alors déjà, je suis aussi à dire, c'est que, ben, il y a des angles morts dont on n'a pas forcément parlé, mais qu'il faut pas oublier de prendre en Ouais. compte. Donc, on a parlé
la non-neutralité, parce qu'en final, c'est un outil, on se dit qu'un outil est neutre, et un outil n'est pas forcément neutre, tout dépend des données avec lesquelles on l'a entraîné. Donc, il faut faire très attention à ça. L'IA aussi, ça consomme énormément d'énergie. Il ne faut pas oublier que ça dégage énormément de CO2. Ouais, on parlait du climat, hein, du professeur du trentenaire qui s'est suicidé à cause de la question climatique. Il ne faut pas oublier la question climatique. Il faut qu'on pense aux répercussions de nos actions sur le monde, même si on ne les voit pas sur nous-mêmes, sur le monde. Il faut qu'on pense aussi qu'il y a une transformation progressive de la pensée humaine, parce que, qu'on le veuille ou non, l'IA, elle est croissante, elle est exponentielle. Ça veut dire que ça touche de plus en plus de personnes, ce qui veut dire que ça va toucher la société, ça la touche déjà, et ça va transformer notre manière de penser notre rapport au travail. Donc il faut qu'on se pose déjà les bonnes questions. Comme tu l'as dit, c'est un amplificateur. Moi, c'est mon combat, c'est de montrer ça aux gens. C'est un amplificateur qui amplifie ce qui existe déjà en toi. Maintenant, on n'est pas qu'une seule chose, on est une multitude de choses. Et en fait, à chacun de voir ce qu'il a envie d'amplifier en lui-même. Voilà. Mais en fait, il faut pas perdre en compte le point de vue macro. Et un dernier point, c'est que on n'a pas tous accès à l'intelligence artificielle. Bah, nous, en France, par exemple, on a tous un Internet chez nous, un bon Wi-Fi, hein, la fibre. Il y a des pays où il y a des gens, déjà, de un, ils n'ont pas d'ordi. Un ordi, ça coûte plus ou moins cher. Ils n'ont pas de téléphone, pas d'ordi. Donc, tout le monde n'a pas forcément accès à un smartphone ou à un ordinateur compétent. Tout le monde n'a pas forcément les moyens de payer un abonnement à 20 balles par mois pour une IA. Pour certaines, c'est pas une priorité. Il y en a qui ont juste pas d'électricité, en fait. Il y a des pays où il y a des coupures de courant à longueur de journée. Les entreprises, elles n'ont pas forcément les ressources pour avoir des data centers, faire tourner des IA en continu, payer des clouds. Donc, l'IA, elle va aussi Donc renforcer le les style de vie inégalités. différent, ouais. Exactement. C'est ça. Et en fait, il y aura de plus en plus d'inégalités. On vit dans un monde inégalitaire. Les ressources sont pas partagées de Ouais, c'est manière clair. équitable. Et en fait, ça va Alors s'amplifier. juste, là on parle en tant que métropole centrée, Ouais, européen centré. Enfin, on n'a pas du tout le prisme des pays entre guillemets du tiers-monde où c'est pas du tout les mêmes règles qui s'appliquent, ouais, pour le coup. tu Et vois. d'ailleurs, Donc, il y a une personne qui a enquêté sur ChatGPT en interviewant 80 personnes qui ont travaillé là-bas et dans d'autres endroits. Et elle disait que dans les pays, il y a aussi, il faut savoir que pour faire fonctionner les IA, tu as des personnes dans des data centers qui sont dans des pays sous-développés ou en voie de développement qui filtrent manuellement ce qu'une IA peut dire ou pas dire. Ah oui. Donc, c'est c'est des possible. experts en Franchement, fait. il y a encore un qui De m'étonnerait. toute façon, pour sous-traiter, les pays développés abusent des main-d'œuvre pas chères dans les pays qui sont justement sous-développés. Et ces gens-là ont besoin d'argent et ils exploitent là-dessus. Ça a toujours été le cas pour différentes industries dans notre monde, pour le coup. Mais Pas ouais, que mais pour l'IA, hein. c'est une amplification des problèmes qu'il y a déjà dans la société. Et c'est pour ça, au final, bah, moi, franchement, si j'avais un mot à dire pour terminer, c'est que ça renforce les inégalités, ça renforce les écarts. Les écarts, ils sont cognitifs, parce que on n'a pas tous les mêmes capacités à réfléchir et on n'a pas tous accès aux mêmes informations. Ça renforce aussi Mm. les écarts sociaux, les écarts économiques, parce que forcément, ceux qui maîtrisent bien l'outil vont avoir des avantages concurrentiels de fou par rapport à ceux qui savent pas. Et voilà. Donc en fait, au final, c'est pas l'IA le problème, c'est la manière dont on l'utilise. Il faut qu'on se pose la bonne question de comment on veut l'utiliser et qu'est-ce qu'on veut amplifier en nous. Et surtout, si j'ai un conseil à donner, parce que autant on peut penser que je suis pro IA, mais moi, dans mon réseau, dans mon entourage, pour chaque domaine d'activité, j'ai un expert dans ce domaine quand je le suis pas moi-même. Entourez-vous de gens qui sont experts dans leur domaine. Je connais des graphistes qui font du Mm. travail de fou, des photographes qui font des photos, mais magiques. En fait, j'ai même pas envie de générer une image quand je vois le travail de ces gens-là. Je connais des graphistes qui me font des designs, mais de fou, en fait, qui ont fait des études, qui ont des connaissances incroyables, des web designers, autres. Quand tu connais pas dans un domaine, rencontre, si t'as pas la chance, enfin, si t'as la chance d'avoir un bon réseau, un bon entourage, réfère-toi aux gens qui sont experts dans ce domaine. IA, c'est un outil qui t'aide à aller plus vite dans ton travail, ou à un peu mieux bosser de temps en temps. Mais la finalité, le projet final, soumets-le à un être humain. Et puis voilà, en fait, toujours faire passer l'humain avant la machine, mais pas s'empêcher non plus d'utiliser la machine pour améliorer certaines choses, quoi. Ouais, c'est clair.
Et moi, du coup, si je devais donner un dernier mot, ce serait rester curieux, jamais arrêter d'apprendre Ouais. et avoir un esprit critique et renseignez-vous aux sources. Si vous ne savez pas trop ce que c'est vraiment la zététique, l'esprit critique en général. Vraiment, renseignez-vous sur ça et apprenez à le faire. Pour moi, c'est le meilleur conseil dans votre vie que vous pourrez avoir, c'est ça. C'est apprenez à douter, en fait, de tout ce qu'on vous dit et remettez en cause. Vous allez perdre un peu de temps, c'est vrai, mais est-ce que vous n'allez pas le gagner derrière en fiabilité et plus que vous aurez appris des trucs, vous irez plus vite en plus pour quand vous allez devoir bosser. Donc, en fait, le temps que vous allez perdre à avoir cet esprit critique-là, vous allez le gagner après, Mmh. à pas résoudre ces problèmes. Bien sûr. Et souvent, quand l'opinion publique va dans un sens, c'est peut-être mieux d'aller dans l'autre sens. Tu vois? Ouais, quand tout le monde va dans un La masse, sens. c'est pas souvent, ouais. Ouais, on ne sera pas marginalisé au final. Tu comprends pas au début, mais à la fin, tu comprends pourquoi c'était bien d'aller dans l'autre direction. Et malgré tout ce qu'on t'a dit, de dire non, moi, il y a un warning dans ma tête qui m'a dit attention, fais gaffe à cette chose-là. Ben, Mm. faut suivre son instinct parfois. Super, Bon, bah merci beaucoup on est pas Sean mal. et Alex pour ce Merci à podcast. toi. Merci à toi, Pierre, hein. Est-ce qu'il y a et genre avec plaisir. Alors c'est la première fois qu'on fait un podcast ensemble sur l'IA. C'est la première fois que j'en fais un sur l'IA avec Magic Humans. On verra si on en fera d'autres. Si vous voulez dire rapidement où est-ce qu'on peut éventuellement vous trouver, si vous voulez. Bon, moi, Enfin, sur parce que je sais LinkedIn, que dans pour les le coup. podcasts ouais, sur LinkedIn, Hein. ouais, Alex Mais, Thibault et Sean Diakité. Ouais, sur LinkedIn, sur mon site internet, on te donnera les liens. Comme ça, tu pourras les mettre en description si tu veux. ouais. Voilà. Les futures chaînes sur les réseaux, on te donnera toutes les ressources. Comme ça, dans tous les cas, on reste en contact. Et puis, si quelqu'un a une question, qu'il n'hésite pas. On n'est jamais très loin. Voilà, on n'est pas loin. On n'est pas loin. On est pas loin. Exact. Bah, merci Avec Internet, beaucoup. on n'est jamais loin, de toute façon. Merci. Ouais, Merci à c'est toi. ça. Bonne Et soirée. merci à toi Allez, de regarder la vidéo aussi. yes, avec plaisir.